Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Je suis en compagnie de mes fidèles comparses, j'ai nommé Félix et j'ai nommé Serge. Salut. On a la grande chance d'avoir plusieurs membres du Monday Meeting. On vous a déjà dit que le Monday Meeting était éclaté à travers le monde, mais la période veut qu'on ait l'occasion de se réunir. Et ce soir, on est en compagnie d'un des membres fondateurs, l'un des pères fondateurs du Monday Meeting. J'ai nommé Charles. Charles, comment va mon gars ? Ça va, Mouche, ça fait plaisir d'être autour de cette table. Plaisir plus que partagé parce qu'on a aussi une figure emblématique du Monday Meeting présent depuis le début aussi et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre derrière le micro, et aujourd'hui il nous fait l'honneur d'être là et en plus de pouvoir prendre la parole, et c'est vraiment un honneur de l'accueillir. J'ai nommé Will, comment tu vas mon gars ? Ouais, ça peut aller. Ça y est, il a fini. J'espère que vous avez bien profité de la voix de Will parce qu'elle est rare. Elle est rare. Mais le rare a de la valeur et Will, t'as beaucoup de valeur. Donc merci d'être parmi nous. Juste un truc là avant de démarrer. Ouais. Fais pas genre tu connais l'intro par cœur, hein, t'as vu vous regarder sur le téléphone. Écoute, je crois que même au 235e épisode, puisqu'on a dit qu'on irait minimum jusqu'au 400, je pense que j'aurai toujours ce petit truc. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça se veut naturel ce podcast, mais j'ai besoin de l'intro que j'ai écrit une fois, tu vois, parce que elle est quand même longue, tu vois. Il y a des gars comme le chairman, tu vois, qu'on salue, qui envoient des intros magnifiques, mais là, moi, j'ai besoin de mon petit. Très bien. Peut-être qu'un jour j'aurai la rigueur de la prendre entre deux épisodes. On y croit. Ouais. Bon, on l'a dit, le Monday Meeting maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'il a déjà plusieurs années et maintenant il a cette forme de podcast et on a la plupart des membres qui sont aux quatre coins de la planète. Donc on a déjà reçu Antoine et Chito à ce même micro qui lui est à Abidjan. Qui est docteur Antoine. Et qui est passé docteur depuis. Voilà. On rafraîchit les mémoires. Dr Smile. Exactement, Doc Smile. et Charles qui vit maintenant tu vis à Toronto. C'est ça. Voilà. Et Will qui fait la passerelle finalement entre Paris et puis l'outre-Atlantique aussi, puisque tu es un aficionados de NYC, New York pour les intimes. Les Caraïbes comme il dit. Les Caraïbes. On a Sam qu'on salue très fort et il manque que lui là aujourd'hui puisque même Antoine est dans le studio. Sam qui est à la Réunion. Bon, Sam il attend qu'on le dédicace fort avant de venir. Il n'a pas apprécié qu'on parle de comment c'était quoi le mot la dernière fois ? Procrastination. Ah. Donc il est pas content Sam. C'est pas qu'on le dédicace sur des trucs plus sérieux. Moi je le rejoins. Moi je m'associe à lui dans la procrastination. c'est comme ça. C'est comme ça. Bon Sam on t'attend. Donc Sam, grand salut à toi et voilà. Les gars, vous avez écouté un petit peu le podcast. Moi, j'aimerais déjà avoir vos premiers retours. La dernière fois, Antoine, il nous avait dit un peu qu'est-ce que ça fait du coup d'avoir vu le Monday Meeting naître et puis aujourd'hui, maintenant, c'est un podcast. C'est vrai que c'est un média qui est de plus en plus fréquent dans nos oreilles. Maintenant qu'on a le nôtre, qu'est-ce que vous avez ? S'il y a des petits feedbacks, des choses comme ça, Charles ? Franchement, déjà, ça fait plaisir. Donc, je veux tous vous féliciter, les trois, Amouche, Félix et Sergio, d'avoir lancé ça. Parce que c'est plus que des mots, plus que des petites réunions qu'on fait entre nous. Là. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut s'accaparer un peu de notre, savoir. Les gens vont dire, ils se la racontent. Notre science, frère, on peut l'envoyer. C'est ce que j'allais dire, mais je m'en fous. Si vous pensez qu'on se la raconte, vous pouvez penser ça. C'est lui qui nous manquait. Hein. Oui, les remettre ton casque, s'il te plaît. Ouais, ça fait plaisir. Je me rappelle, il y a quelques années, je commençais à écouter beaucoup de podcasts et je me disais, faut qu'on fasse un podcast. Je pense que j'en ai parlé à Félix, quelques-uns parmi nous. Ici. Exact. Faut qu'on se lance dedans et je l'ai pas fait. Et moi, j'ai boudé direct. Ouais. Étonnant. Et ça s'est pas fait. Mais j'avais pas poussé l'idée plus que ça. Tu vois. Donc, avoir des idées, c'est bien. Faire les choses, c'est 100 fois mieux. Donc, félicitations à vous d'avoir fait les choses et d'avoir lancé le podcast. J'ai écouté tous les épisodes assidus, tous les lundis entre pour moi, 8h30 et
9h et sur le chemin du retour du taf aussi. Et c'est lourd, gars. C'est franchement très, Non, ça très fait lourd. plaisir. Merci, Et, bref. ça fait plaisir de, tu vois, on ne sait pas souvent au téléphone tous les jours. Mm. Donc c'est un moyen de rester connecté un peu à vous aussi. C'est vrai. Hein. Sous mes écouteurs et écouter vos voix et me dire, ah, les gars, ils envoient. Ouais, ça fait plaisir. Nice. Ça fait plaisir. C'est le but. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a quand même ce truc où Félix demande est-ce que ça nous dirait de partir sur ce format-là. Pour moi, ça devient... Enfin, c'est ultra logique. Ça l'est moins pour Sergio. Et donc, du coup, il y a une discussion tripartite qui s'installe. Et cette discussion, elle est cool. Tu vois, si tu connais Serge. Pourquoi vous êtes comme ça, les gars? Maintenant, les auditeurs, ils connaissent Serge aussi. Tu vois, ils peuvent se dire à quoi... Non, c'est vous qui essayez de peindre un portrait bizarre de moi. Expliquez bien ce qui s'est passé. Donc, bon, si on revient là-dessus rapidement, il a fallu mettre en place les tenants, les aboutissants, les lignes intermédiaires, ce qu'il y avait entre les lignes, comment, sous quelle forme, Merci. et le branding, et tac. Mais bon, c'est ce qui fait qu'on a un produit fini qui est quali et qui n'aurait sûrement pas été autant si on n'était pas passé à travers la questionnette du frère Sergio. C'est juste Pour ceux qui ont la rêve. Voilà. Mais tu vois, moi, ce truc-là, je me dis, le Monday Meeting, on est revenu un peu dans l'épisode Genèse, mais on revient aussi avec toi, parce que toi, tu as fait partie justement de ces fondations. Le nombre de discussions, le nombre d'échanges qu'on a eus, qui nous ont servi, à nous, intrinsèquement, dans ce groupe. Maintenant, cette valeur-là, si elle peut être portée et diffusée à beaucoup plus, c'est vraiment une valeur ajoutée de fou, tu vois. Et on est à une époque aussi où tout le monde gobe du contenu, quel qu'il soit. C'est-à-dire que même si tu fais de la merde, il y aura une oreille pour prêter attention à ça. Donc on s'est dit, nous, on va pas se priver de quand même ces échanges qui sont qualitatifs et balancer ça dans les oreilles. Et en effet, il y a ce lien qui est maintenu finalement, et on voit il y a pas mal de personnes, même dans des entourages qu'on avait à une certaine époque, que tu perds de vue et au final qui se reconnectent à toi par le podcast et qui sont peut-être dans la même lignée, dans la même avancée, et du coup ça recrée des échanges et c'est quand même intéressant. C'est clair. Et même revenir sur ce que tu viens de dire, que ce soit de la merde ou pas, en vrai, je pense que vous le faites pour vous et vous laissez une trace pour vous. Tu vois, qui les gens écoutent, c'est qu'ils n'écoutent pas. Il y a des mini Félix, il y a des mini Sergio, il y a des mini Bouche, tu vois. Dans 10 ans, 15 ans, ils pourront dire ah, ils parlaient de ça, ils ont écouté ça. Peut-être qu'ils vont prendre tu vois, nos enfants, ils vont prendre des enseignements de ça. Ouais. Si c'est pas, tu vois, des gens autour de nous ou des gens qu'on connaît pas. Donc il y a plein de choses. Les mini Will, faut pas oublier qu'il y a des mini Antoine, il y a des mini de tout le monde ici. Ouais. Mini Sam. Hein. Donc je pense que c'est legacy comme on dit. Tu vois. C'est ça. Ce que On dit fais pour toi et tu attireras plein de gens. Fais pour plein de gens et tu n'attireras personne. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire ce qui nous anime et de le faire avec authenticité. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, en tout cas, nous, ça nous plaît. Donc voilà. Ouais, clairement. Il n'y a pas de calcul, en tout cas. J'aimerais bien revenir sur l'épisode de Genèse, justement, où chacun a raconté un peu sa version. On s'est fait notre film du multivers, là, de comment chacun a vu le début de ce truc-là. Mais j'aimerais bien, justement, entendre les souvenirs de Charles. Oui, carrément. Longtemps qu'on n'en a pas parlé. S'il arrive à resituer ça, qu'est-ce qui, dans son esprit, a fait tiquer et dire, bah, tiens, faut qu'on démarre ça. Et qu'on en parle aussi avec Will juste après. Ouais, ça remonte il y a très longtemps. Et quand j'écoutais cet épisode de la jeunesse, justement, je me disais, il y a des souvenirs qui s'entremêlent, mais c'est pas la même histoire dans ma tête. Ah, voilà, c'est ce que je me dis. Donc, je pense que vous êtes, sur les dates, vous êtes certainement dans le bon. Je crois que c'était 2016 par là. 2016 par là. Moi, je sais que en 2014, je fais un voyage à Rio avec des gens que vous connaissez tous. Ouais, qu'on salue. Qu'on salue, Bakary Sek. Qu'on a eu dans le podcast, donc, justement, donc les auditeurs peuvent situer. C'est ça, Jean-Luc. Pas mal de potes, un groupe de potes, on va à Rio. Et quand on revient de ça, je sais que Sergio, il a des envies d'entrepreneuriat, il a des envies de tout ce qu'il a narraté dans le podcast ici, en fait. Et pareil pour moi, en fait. Pareil pour moi, je suis dans un travail de
comptable dans une boîte pas très loin d'ici d'ailleurs. Et j'ai des envies d'entrepreneuriat. Et je pense que j'ai une discussion avec Sergio qui me dit à l'époque qu'il a un ami à Toulouse avec lequel il faisait des projets artistiques et qui se parlait. Sergio. Oh, wow. Voilà, tu vois, qui se parlait avec. C'est ça qui est cool. Tu viens de rafraîchir ta mémoire. Ouais, non, ça me revient tout de suite. Qui parlait. Il travaillait sur des trucs d'écriture où je crois que c'était. Comment il s'appelait déjà? Alfred. Voilà, Alfred. Alfred, qui est un artiste, un rappeur un peu, ou qui écrit aussi un peu. Écrivait des choses et ça l'inspirait à faire des choses et ils venaient ensemble. Donc, de cette discussion-là, je me dis. Il y a Will qui est en train de se chercher un peu sur l'entrepreneuriat, qui veut lancer des choses. Je veux me lancer aussi. Sergio veut se lancer aussi. Allez les gars, faut qu'on se réunisse et qu'on fasse un truc ensemble. Ouais. Tu vois, on peut mettre toutes les forces ensemble et on peut créer quelque chose ensemble. Je pense que je vais voir Sergio d'abord. Ensuite, je vais voir Will. Et je leur dis, les gars, maintenant, il faut qu'on se fasse un truc, qu'on se cale une fois par semaine ou un truc, qu'on essaie de faire un truc régulier. La rigueur. Voilà, qu'on essaie de se caler pour voir ce qu'on peut créer. Tu vois. Et de ça commence, je pense qu'il y a des ramifications qui commencent à se faire naturellement de friendship, l'amitié qu'on a ici, tous, tu vois. Donc, je pense, je sais plus qui rentre en premier. Je sais plus si c'est Félix ou Antoine. Ouais, c'est à peu près pareil, je pense. Mais dans mon ref avant. Ouais. Mais c'est, pour moi, la jeunesse de ce truc-là, c'est ça dont je me rappelle. Ouais, tu vois. ouais, C'est surtout la discussion. C'est un truc de fou parce que, en fait, le Monday Meeting existait avant le Monday Meeting. Ouais. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, j'ai fait mes études, donc je sais pas si j'en avais parlé, mais à Toulouse. Et donc, à Toulouse, j'ai quelques amis, quelques frères là-bas. Et donc, Alfred et David et RXL, son nom d'artiste. Donc, c'est un rappeur, poète, slammer, très, très talentueux. Tu m'avais montré du contenu de lui. Avec qui on passait énormément de temps, on faisait des 400 coups, avec lui que j'allais souvent à la salle de muscu, on travaillait en boîte de nuit ensemble. T'as fait un peu de muscu, Serge? Ouais, je dis quelques petits exercices du fitness, quoi. Voilà. Ça, c'est pour teaser quand on va balancer la vidéo bientôt. Quand on va mettre les caméras sur nous. Des choses comme ça quand j'étais adolescent, n'est-ce pas? Et donc oui, j'aimais bien suivre ces projets musicaux. Faut dire que à l'époque, tout ce qui était artistique de ma part était plutôt très personnel, que je ne partageais pas vraiment. Et donc, quand j'arrive à Paris, donc j'arrive pour intégrer l'école des Gobelins, et on reste en contact, il commence à me parler de nouveaux projets sur lesquels il travaille, parce que, comme tu dois connaître Vincent, une carrière musicale, il y a souvent des petites pauses, des moments de doute, des moments où on se sent pas forcément raccroché à ce qui se fait. Je vois pas de quoi tu parles. Et puis finalement, on se dit, tiens, faudrait peut-être qu'on sorte un petit projet. Et à ce moment-là, donc moi, je m'étais remis à la peinture et on s'est dit, tiens, voilà, moi dans mes œuvres, c'est souvent du storytelling et ça serait bien qu'on trouve un thème commun. Et donc, on se dit, tiens, on va faire les péchés capitaux. Ok. Donc, lui, il était censé écrire à chaque fois un texte qu'il allait rapper au slammer. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je devais faire une toile qui est connectée avec était ces dans le mots-là. thème. Voilà. Ouais. Et donc, l'idée, c'était de se dire, sur certains, c'est moi qui commence et lui, il écrit. Derrière, à partir de ma toile, et sur d'autres, ça va être l'inverse. Ok. Et il se trouve que ce truc-là, pour le faire avancer, on se réunissait tous les lundis soirs. Ok. Alors, il n'y avait pas de visio à l'époque, mais on se faisait un call, je ne sais plus sur quelle plateforme c'était, mais tous les lundis soirs, 21h, on devait s'appeler pour faire le point sur le projet, ce que moi j'avais commencé à esquisser, ce que lui il avait écrit, et voilà. Donc maintenant qu'il le dit, et c'est pour ça que j'attendais la version de Charles, mais je ne pensais pas que ça allait me ramener aussi loin. Ouais. Il y avait un Monday Meeting avant le Monday Meeting, ouais. Ça, c'est l'importance de la mémoire collective, les gars. Exactement. En live and direct. Will, à ce moment-là, du coup, Charles, il te met dans le projet du Monday Meeting. Est-ce que tu as des souvenirs de cette genèse-là, du début, comment ça démarre pour toi? Le commencement. Moi, dans ma forte timidité, ou je dirais dans ma forte discrétion, Charles me dit toujours, mais pourquoi tu vas pas à fond dans ce que tu fais? Pourquoi t'en parles pas? Qu'est-ce qui fait que tu gardes toujours toutes tes idées?
Ouais. Et moi, j'ai plutôt tendance à ne pas vouloir, quoi, à rester en recul. Homme de l'ombre, on t'appelle parmi nous. Non, faut le dire. Et surtout à penser que je suis pas légitime dans ce que je fais. Ok, syndrome de l'imposteur. Ouais, je connais bien. Du coup, un jour, Charlie vient et dans son comportement le plus légendaire, il m'agresse. Ouais. Et il me dit, c'est bon, ça suffit, là, on va voir Sergio et on en parle. Donc du coup, on va du côté de chez Sergio. Ouais. Sergio, il fait à peu près la même chose aussi, il m'agresse. Ouais. Oh, c'est pas bien, C'est les donc gars. de famille. Parce que Serge et Charles ont un lien du sang. Donc comme tu dis, c'est de famille, Félix. Et du coup, Sergio me dit, mais tu en es où, tu fais quoi? Donc moi, je lui expose à peu près ce que je fais, sachant que moi, j'étais en train de finir mes études d'école d'art. Ouais. Et Sergio me dit encore dans sa manière propre à lui, mais alors qu'est-ce que tu fais? Fais les choses, arrête de dormir. Et Charles qui me finit en disant, ouais, c'est un tocard. Ok, voilà. J'allais mettre un doute sur ce que j'ai dit, mais si c'est fini par c'est un tocard, c'est que c'est vrai. Les souvenirs de Will sont bien ancrés. Donc du coup, à partir de là, on réfléchit fortement déjà à qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, il y a un truc qui se cristallise, plus ou moins, je sais pas si c'est le bon terme, mais un truc qui nous unit, c'est la photographie. Ouais. Parce que Charles avait un gros projet, en tout cas quelque chose qui lui parlait et qui s'était pas forcément encore démocratisé sur la scène française. Et Sergio et moi, on partageait exactement la même passion, sauf qu'on le faisait différemment. Lui, c'était accompagné d'une manière artistique sur un point de vue peinture, etc. Moi, j'étais vraiment à 100% dans tout ce qui était photographie, mode, etc. Ouais. Et donc après, justement, a pris naissance le monde des meetings, puis après monde des meetings, ouais. Et du coup, voilà. Mais bon, dans mon comportement toujours très mystérieux, un coup j'étais là, un coup j'étais pas là. Les membres intermittents du monde des meetings. Si vous vous souvenez du terme. Ouais, c'est ça. Faut savoir qu'on a un groupe WhatsApp, Monday Meeting, et moi j'ai appris aujourd'hui, donc Will qui est dans ce groupe WhatsApp, j'ai appris aujourd'hui que Will n'avait pas WhatsApp. Il a dit, moi, je suis sur Le Telegram. groupe a 8 ans. Hein. Il a dit, moi, j'ai pas WhatsApp, fallait me l'envoyer sur Telegram. Voilà. Comme ça, vous arrivez à cerner le personnage. Ok, c'est les genèses, c'est top d'avoir ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, du coup, parce qu'on a l'occasion de vous avoir là sous la main, mais sur vos parcours un peu respectifs, justement. Charles, tu disais que toi, t'étais, au moment où tu crées le Monday Meeting, tu étais comptable du coup. J'aimerais qu'on revienne peut-être un petit peu avant, c'est-à-dire peut-être le cursus scolaire, ou même peut-être avant. Tu sais, nous on fait souvent des petites introspections plus lointaines. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était un truc qui était inné en toi, c'est-à-dire un truc où tu te disais, même petit, t'avais peut-être un sens du commerce ou envie de faire les choses par toi-même ou d'être ton propre boss, ou est-ce que c'est un truc qui est venu un peu sur le tard parce qu'une envie de rompre avec le salariat ou autre chose? Est-ce que t'arrives à identifier ces premières envies d'entrepreneuriat? Je sais pas d'où ça vient, clairement, mais si tu parles d'entrepreneuriat et les gens, je pense que tu demandes aux plupart de gens qui sont entrepreneurs, ils vont te parler de choses dont vous avez parlé ici pendant le Monday Meeting, c'est la liberté. Et dans la liberté, il y a tellement de choses, tu vois. Il y a liberté financière, il y a liberté d'expression de soi, liberté de plein de choses. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la porte ouverte sur la liberté. Et si tu me demandes où est-ce que ça commence, je sais pas, mon père est entrepreneur, on peut dire ça comme ça. Ok. Ma mère est entrepreneur, mais est-ce qu'ils m'ont inspiré tous les deux à devenir entrepreneur? Je pense pas vraiment. Mais t'étais familier du cadre, en tout cas. C'est pas forcément quelque chose qui, comme dans certaines familles, je vais parler de moi par exemple, où ce modèle-là, ça inspirait que de la peur, par exemple. Non, tu vois. Non, clairement pas. Mais ils sont entrepreneurs. Pour parler de mon père, il est entrepreneur via les études quand même. Tu vois, il a fait des grosses études d'architecture et il a monté son cabinet, quoi, en gros. C'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat qui vient via de l'expérience où tu travailles pour les gens quand même. Où, in fine, tu es architecte et tu commences à avoir des petits projets à gauche à droite, tu montes ton cabinet.
et ton cabinet il grossit et tu vois, tu montes ton business, quoi. Ma mère, elle est dans l'art, dans la décoration, tout ça. Pareil, je pense que les études d'abord, tu vois, on vient d'Afrique, je suis né en France, mais j'ai grandi en Afrique, au Togo. Ok. Et Je vais faire semblant de pas connaître ton histoire, hein, mais c'est pour, Ouais, c'est ça. pour animer le Ça, podcast. c'est ça. Mais Ok. si je me permets d'interrompre un petit peu et justement faire un gros bisou à Tata Maryse, qui est, tu regardais dans les stats, il y avait des auditeurs, ou en tout cas une auditrice à Lomé, Ouais. c'est elle. Ok. Ok. Donc Tata, quand tu écouteras ça, On la salue. Gros bisous, Tata, un gros bisou. je t'aime, maman. Important. et je reparlerai d'elle peut-être dans cet épisode, mais Ok. oui. Il a parlé d'art, elle a un rôle important dans mon parcours artistique. Ouais, c'est une Donc tu grandis au Togo. ouais, du je grandis coup. au Togo. De quel âge à quel âge du coup? Franchement, les souvenirs, je dirais de mes 1 an à mes 12-13 ans. Ok. Tu vois, La petite enfance, tu l'as faite vraiment au Togo. toute mon enfance au Togo. Ok. J'ai les photos. Ouais, je reviens ici très souvent quand même, les étés. Mais je suis principalement en Afrique. Ok. Principalement en Afrique. Et c'est là-bas que je grandis. Je grandis avec un ballon dans les pieds. Ouais. Je jouais au foot tout le temps. J'étais très bon. Et je viens ici en fait pour jouer au foot. Ok. Tu vois, je dis à mon père, je joue au foot professionnellement. Ok. Il me dit n'importe quoi, faut que tu fasses des études, blablabla. Mes sœurs s'y mettent. On arrive un peu à le convaincre. Donc tes sœurs te soutiennent dans ton projet de Un football. petit peu, je pense que François, un de mes grands frères aussi, me soutient un tout petit peu. Mais c'est surtout moi qui lui dis en gros, je suis médiocre à l'école, quoi. Je suis limite 9-10, tu vois. Je suis toujours médiocre. J'ai ce qu'il faut pour passer à t'es la dans- classe suivante. T'es dans le ventre mou. Voilà, Ouais. dans le ventre mou. J'ai toujours ce qu'il faut pour passer pour. T'es un peu mieux faire. Voilà. Là, t'as vu comment il est dur avec lui-même. Hein. Médiocre, c'est 3-4. Tu vois. Ouais. Là, 9-10, c'est assez bien. Tu vois. Ouais. C'est parce que Passable. Passable. Pardon. Passable. Passable. C'est exactement. Mais Passable. médiocre. Médiocre parce que dans la famille, tu vois, je fais partie des mecs qui envoient pas assez, tu vois, en niveau études, qui Parce que le reste de la famille envoie fort. envoient très fort, Ok. qui envoient très très fort, tu vois. Et Donc dans- finalement t'as des repères ou des référentiels qui sont élevés en fait. très élevé, Ok. très très élevé. Donc il y a des attentes. Ouais, des grosses attentes. Il me faudrait des heures pour raconter le type de profil qu'il y a dans ma famille, Ok. pour que tu comprennes un peu les gens, les expectations qui sont pour moi, qui sont sur moi, tu vois. Ok. Moi, je suis le dernier de ma famille. On est 11 et je suis le dernier. Ok. Et tout le monde, en termes scolaires, fait du bon boulot. Ok. Tu vois. Fait plutôt du bon boulot et répond aux attentes. Tu vois. moi, je suis un peu le dernier qui est un peu, tu vois, qui traîne la patte et qui pense à jouer au foot et qui fait ce qu'il faut pour passer dans la classe suivante, mais T'envoies pas les gaz. du tout. Ok. Donc, Est-ce qu'on peut faire un petit cross-selling rapide? Ouais, bien sûr. Parce que là, il raconte une histoire. Et comme j'ai dit il y a quelques temps, j'ai travaillé donc sur un projet qui s'appelle Chirose, qui raconte le parcours de femmes inspirantes à travers donc un entretien confidence et une séance de body painting avec moi. Et donc, l'épisode 2 s'est fait avec la sœur de Charles, Isa, Isabelle, qu'on salue. qui a big up. un gros bisou de ma part, et qui raconte ce qu'il vient de raconter là. C'est-à-dire que Oui. à un moment donné, elle s'échappe des études, Oui. bagarre avec le daron, parce qu'effectivement, il y a ce cadre rigide, Rigide. d'excellence. Elle explique un peu justement Voilà. dans Pour l'interview. Pour ceux qui veulent, shirosetv.com, épisode 2. Voilà, c'était ma petite... Ouais, parce que son histoire aussi, Voilà. comment elle amène justement ton père dans ce truc-là, c'est magnifique. Donc allez écouter ça et puis j'espère qu'on aura le plaisir d'avoir Isa aussi derrière ce micro, un de ces C'est ça. quatre. Donc oui, Charles, c'était le dernier, mais Isabelle a raconté un peu la même chose, alors que, voilà. Ouais. Non, c'est un très bon segue parce qu'en vrai,
Isabelle est vachement liée même à mon entreprise, ma première entreprise. Ouais. Et elle est vachement liée au fait que c'est la première de la fratrie qui décide de faire autre chose. Ouais. Que ce qui est prévu. Voilà. Mais je pense que, tu vois, moi, à 13 ans, qui commence à dire je veux faire du foot que ça, c'est légèrement plutôt qu'elle qui dit qu'elle va faire de la danse professionnelle. Ouais. Mais ou qui le fait sans les annoncer. C'est même pas ça. Je pense qu'elle fait déjà. Mais elle l'a pas encore annoncé. Voilà, elle n'a pas annoncé. C'est pas un truc qui est genre je veux faire ça de ma vie. Ouais. Tu vois, parce que moi, je suis petit. Genre, en 13 ans, Isabelle, ça veut dire elle doit avoir elle doit avoir 19, 20 ans. Mhm. Tu vois, donc, c'est pas encore sûr qu'elle... Elle est dans son art, mais Voilà. c'est pas assumé. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu deux chemins parallèles comme ça. Et en plus, ça, le pire, c'est qu'on est les deux qui ressemblent physiquement le plus à mon père. Ah ouais. Tu vois, couleur de peau, tout ça. Bref, on est les deux qui étaient hors circuit, quoi, qui voulaient aller hors circuit. On va mettre les photos sur Instagram. Et donc, tu arrives en France avec le projet de jour. du foot. Donc, appuyé par les grands frères, grandes sœurs qui ont appuyé la candidature auprès du papa. Voilà. Mais tu as quand même toujours une attente, je suppose, sur les études. Tes parents, ils te mettent toujours une attente sur les études. Ça peut pas sortir du cadre. Une très grosse attente. Ok. Pour te dire, à 13 ans, je vais faire une détection au Mans et à Tours. Mhm. Le Mans, ça se passe pas bien. Tours, ça se passe bien. Mais je crois que j'avais 12 ans. Ok. Et mon père il me disait non. En plus, moi, je connaissais pas bien le système de ligue française. Tours, à l'époque, c'était en national, je crois. Ok. Mais j'avais un bon centre de formation. Mhm. Et il y avait un Togolais déjà là-bas qui jouait là-bas, dont je me rappelle plus le nom. Et son père était proche du centre de formation. C'est comme ça que j'arrive à faire la détection là-bas. Ok. Et donc, Tours, c'était bon. Donc, je pouvais partir à Tours. Mais ça s'est pas fait. Parce que mon blocage du daron, tu vois. Ok. Donc, je viens ici, je commence à jouer en Tony, au foot, avec tous les gars que vous connaissez. Qu'on salue. Et voilà, tous les gars que vous connaissez. Il y a plein de noms, mais je ne vais pas tous les citer. Et je joue au foot et mon père me met quand même la pression, tu vois, pour que je continue les études. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange vachement. Parce que je me dis qu'en vrai, si je me mets vraiment 100% dessus, je pouvais faire quelque chose, même si c'était dur. En France, tu vois, la compétition était plus élevée que celle qu'il y avait au Togo, mais c'était dur quand même. Mais moi, j'avais... tu vois, quand on parle de sport... Ouais. Quand on parle de sport et que tout le monde te dit waouh, tu vois, quand les gens te font waouh sur un truc que toi, tu fais, et tu te dis franchement, je peux le refaire encore plusieurs fois sans problème. C'est ce qui m'arrivait généralement dans les sports, quand je faisais du sport. C'est marrant parce que tu sais, on a un épisode sur la valeur où justement on essayait de définir un petit peu le premier moment où on a compris qu'on avait de la valeur. Ouais. Et souvent, ça remonte à l'enfance. Ouais. Et souvent, c'est ce que tu dis en fait là à l'instant. Ouais. Ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui bloque sur ce que tu es en train de faire. Ouais. Toi, pour toi, c'est normal, ou en tout cas, tu n'as pas senti que tu étais en train de fournir un effort supplémentaire, mais les gens autour de toi t'amènent à comprendre que ce que tu fais, c'est exceptionnel. Et donc, tu commences à comprendre que tu as de la valeur, en fait, dans un truc. C'est exactement ça. Ouais. Et ça commence super jeune. Hein. Ça commence au primaire, au collège. Ouais, c'est ça. Foot, c'est ça. Des petites balles en plastique, tout le monde te regarde jouer, tout le monde veut devenir pote avec toi parce que tu joues bien au foot. T'es pris en premier dans l'équipe. Voilà, t'es pris en premier dans l'équipe. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ce que ça fait, ça. Donc, ne pas finir au goal avec des gens qui font une plouf-plouf la balle en or pour être sûr de ne pas t'avoir dans l'équipe. Quand tu parles parler de goal, je vais faire une petite dédicace à Ariel, ma soeur aussi. Sergio et moi, on a grandi dans la même maison. Problème. Et Ariel, j'ai failli dire ma petite sœur, tu te rends compte. Ma sœur, je la mettais le problème, je te jure, je la mettais toujours au cage. Ça veut dire je la mettais entre la porte, il y avait une porte que Félix et Antoine ont vue à la maison familiale tout là-haut. Je la mettais devant la porte et je dis il faut que tu me fasses goal et tout. Je mettais des grosses frappes dans la tête. Comme un gardien de handball. Et elle me demandait après, est-ce que tu penses que je joue bien? Je lui dis c'est plein de compliments, t'es trop forte Ariel, faut que tu reviennes. Elle revenait dans les cages, mais bref. Grégo, c'est dédicace. Tu n'auras plus de dîner à la maison. Bref, c'est les souvenirs. Quand on a parlé de les souvenirs d'enfance, ça c'est un gros souvenir de foot, tu vois. Tu m'étonnes. J'avais
4-5 ans peut-être, ou peut-être un peu plus vieux. Ouais, mais c'est les premiers souvenirs de foot. Ouais. C'est fou, hein, parce que j'en ai déjà parlé, mais Jean-Luc et Jean-Paul, donc mon frère et mon cousin, eux, ils ont eu un parcours un peu comme ça aussi, école de foot à Lomé, mais ça a toujours été loisir, quoi. Moi, j'y étais aussi. Moi, j'étais au cas, j'étais nul. Mais eux, ils avaient un vrai potentiel et jamais ça a été même une sorte de question ou de réflexion de savoir s'ils allaient Aller plus loin. Je pense que Jean-Paul, il a continué ici. Quand il est arrivé en France, il a continué le même parcours détection et compagnie, mais il a eu un veto aussi de sa mère, quoi. Voilà. Donc, faut rappeler aussi l'époque, c'est que il n'y avait pas de projet Mbappé à l'époque. en fait, c'est ça. Clairement pas. Et je pense aussi que là, j'ai l'impression, mais ce serait bien un jour qu'on ait Lassana Keita pour le nommer derrière le micro, parce que lui, il connaît vraiment le business du foot et je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant et surtout, il connaît le business du foot chez les jeunes, en fait. Ouais, j'ai joué avec Lassana. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, comprendre un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les parents qui poussent l'enfant, là. Ouais. Clairement. À l'époque, c'était moi le nombre d'histoires. Moi, je faisais du basket. Pour le coup, le foot, j'étais éclaté, mais au basket, j'arrivais à peu près à faire 2-3 trucs, sans faire l'effet waouh. Mais bon, j'étais quand même convoqué le samedi pour faire les matchs. Et pareil, on avait une pépite en fait dans notre équipe, mais vraiment une pépite quoi. Ouais. Et le mec, détection nationale, il passe donc pour jouer avec l'équipe nationale de U14 ou un truc comme ça, ou U15, tu vois. Avec les maillots de l'équipe de France, quoi, et bloqué immédiatement par la famille, tout ça. Et à l'époque, c'était toujours ça, en fait. T'avais quelqu'un, on connaissait tous quelqu'un qui brillait dans un sport, et tu savais que si les darons, c'était derrière, c'était un peu dur, c'était études. Il n'y avait pas du tout de Mbappé Project, quoi. Ah non, du tout. Et maintenant, c'est ce que tu dis, moi, j'ai le fiston qui fait du futsal, et que je suis de près, que j'accompagne tout le temps. Bah, je peux te garantir que, encore le futsal, c'est un peu plus cool, mais il a commencé par le foot à l'extérieur. Bah, une fois sur un tournoi, c'était des U8, donc ils avaient 7 ans. Il fallait entendre les darons, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a failli partir en bagarre. Ouais. Et je me suis dit, mais attendez, c'est quoi là? C'est votre salaire là qui est sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc les gars, calmez-vous, laissez les enfants tranquilles. Ouais, c'est clair. Le sport, c'est super pour les valeurs. Et s'ils sont bons, ils iront où ils doivent aller. Mais laissez-les respirer, s'il vous plaît. C'est clair. Ouais. Donc toi, t'avances avec ce projet de foot et finalement, du coup, bah le daron, il bloque un peu le truc. Il bloque un peu, mais moi aussi, tu vois, un manque de maturité, tu vois. C'est bien beau de parler du daron, mais il faut parler de ma situation. Je suis un manque de maturité où, tu sais, quand t'as 14, 15, 16 ans dans le foot, faut que tu sois focus. Si t'es pas focus tout seul, faut que t'aies des parents, des frères ou un entraîneur qui te mettent focus. Je l'étais pas du tout. Moi, le foot, c'était toujours du plaisir. Ouais. Toujours dribbler, tu vois. Tu vois, juste kiffer. Mais je voulais être joueur professionnel. Si c'était un métier possible. Sur la fiche à l'école, tu mettais footballeur. 100%. C'est sur ma porte, tu vois, pour te dire, sur ma porte de la chambre de mon enfance, il y avait la Coupe du Monde 2010 en objectif. Ok. En Afrique du Sud. Ok. C'était un dessin avec la Coupe du Monde 2010 en objectif, tu vois. Vision board. Ouais, mais tu vois, quand j'arrive ici, je suis plus début des années 2000 et que, tu vois, je commence à jouer au foot ici, je perds de vue un peu cet objectif parce que je kiffe. Je commence à découvrir aussi, tu vois, le système footballistique en France, les ligues et tout ça. Je joue, tu vois. Je joue sans trop me poser de questions. C'est un peu trop tard, tu vois, vers 16-17 ans que je commence à me dire « Ah, mais il faut que je vois des gens qui jouent et qui me disent qu'ils vont aller faire des essais. Il faut que je m'active, en fait. Mais je connais rien. En fait, je connais rien du tout. Il n'y a pas... Tu vois, Sergio n'était pas avec moi. Lui, il connaît le sport, mais il n'était pas avec moi. Mes grands frères sont aux États-Unis. Ouais, et puis il faut connaître des gens qui sont dans ce circuit-là, voilà, qui t'emmènent voir les bonnes personnes. Comme tu dis, là, tu connaissais quelqu'un à Tours parce qu'il y avait ce lien togolais, voilà. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas quelqu'un qui te drive au jour le jour, c'est complexe. Te drive, que tu aies la chance aussi. Et des connexions, tu vois. Le foot, faut des connexions. Et moi, j'avais aucune connexion, tu vois. Ma première détection que je fais en étant à Paris, je pense que c'est avec dédicace à Séné Jouvara, qui joue Anthony aussi, c'est un gars du 13. Je vais faire une détection avec lui. Non, ça, c'est la dernière que je fais. Je m'embrouille, mais c'est la dernière que je fais. Je crois que c'est à Châtellerault. J'ai 17 ans. Je la fais, et quand je la fais, je vois tout le monde qui joue, je trouve personne exceptionnel.
Ouais. Je me dis, franchement, j'ai fait une bonne prestation, mais pas plus que ça. Mais il y a personne que j'ai vu qui est, il est beaucoup plus fort que moi, ce mec-là, qu'ils le prennent normal, tu vois. Et au final, ils prennent 3 gars. Séné, il faudra que tu m'envoies un message si je dis n'importe quoi là. Ils prennent 3 gars et les 3 gars qu'ils prennent, franchement, pour moi, ils sont rincés. Ils sont rincés. Mais je pense qu'ils les prennent en fonction de leur âge et aussi en fonction des postes dont ils ont besoin pour jouer à l'époque, je crois que c'était pour jouer en Châtellerault, je crois, ils ont une nationale ou un truc comme ça. C'était pour jouer avec la nationale, tu vois. Okay. Ou l'équipe 2 de la nationale, quelque chose comme ça. Après ça, ces actions-là, je rentre à la maison, fini le foot. Je ferme tout, je dis c'est bon, ça fin. Et ça, c'est là que je dis il y a un manque de maturité. C'est le petit regret, tu sais, on a eu cette discussion il y a peut-être une dizaine d'années, où cette période, moi, je ne l'ai pas connue. C'est-à-dire que moi, j'étais encore à Lomé, il me semble, Charles ici, et du coup, il y a toute une période où, effectivement, on a grandi, donc sa petite enfance, on était ensemble, l'adolescence, pas du tout. Ouais. Et quand on s'est revus là et qu'on se racontait un peu nos parcours, je me disais, mais attends, si j'étais là, à cette période-là, c'est sûr et certain que, en tout cas, il aurait essayé. Voilà. Mais bon, on va continuer. Et le film, finalement, il est pas trop mal. Donc, c'est clair, voilà. C'est clair. Et donc, du coup, tu continues les études. Je continue les études. Je fais un bac STT à l'époque. Ça s'appelait STT. Je sais que ça a changé, mais ça s'appelait STT. De STT, c'est pas à STG. Maintenant, c'est que des options. Donc, je peux plus te dire. Voilà. Je fais un bac STT compta. Ouais. Je fais un bac STT compta. J'ai mon bac, j'ai 18 ans. Et je sympathise avec plein de gens dans les environs, Anthony, Bagneux, Cachan. Et il y a des gars de Bagneux, des potes à moi qui vont dans une salle pour faire de la boxe. Une chose que j'ai pas dite ici, mais j'ai toujours aimé la bagarre. La bagarre. La bagarre. Pas la boxe. La bagarre. J'ai toujours aimé la bagarre. Je vais dire ça comme ça. Quand on est petit, tu vois, quand t'es petit, tu regardes des films de Bruce Lee, de Van Damme. T'aimes bien te les cousines en attesteront. Ariel, que je mettais dans la cour et il a bastonné tout le monde. Et on a tous fait des petites bêtises quand on était jeunes. Et dans les bêtises, j'étais un peu connu pour être le mec qui chicote. Qui chicote. Ouais. Tu vois, qui chicote. Parfois sans raison, mais qui chicote quand il faut chicoter. Tu vois. Et ça commence un peu comme ça, tu vois, mon goût de la bagarre. Tu vois. Et donc, quand j'arrête le foot, et j'ai des potes de Bagneux qui veulent aller s'entraîner pour faire de la boxe, je dis, allez, c'est parfait, je veux plus entendre parler du foot pendant cette année-là. Ouais. Donc, je les suis à la boxe taille, à Bagneux, à l'Aile Rose. Par contre, le club, à la Vallée-Renard, le club, il s'appelait Team Gondel Gloves. Donc, je m'en rappellerai toujours parce que le premier entraînement, on y va en bus, on doit être, sans mentir, hein, on doit être une vingtaine. Ah ouais. On est une vingtaine, on y va, on fait un premier entraînement. L'entraîneur, je vais en parler après peut-être, mais l'entraîneur Olive, il voit une vingtaine de mecs arriver dans sa salle. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces mecs-là? Ils viennent chercher un autre gars. Ils viennent foutre la merde. Ouais. Mais on fait l'entraînement. En fait, nous, on était venus pour se casser la gueule entre nous. En vrai. Okay. On était venus pour juste s'entraîner et faire passer un bon moment et se taper dessus entre nous. Mais le cours se passe pas comme ça. Il n'y a pas de sparring, tout ça. Il est super physique. On tape dans le sac et c'est super physique. Donc, je fais la classe. Je suis mort rincé, mais je me dépense vachement. Ouais. Et je kiffe. Franchement, je kiffe de ouf. Je me dis, franchement, c'est lourd. La même semaine, je crois, on y retourne. Et on y retourne, on doit plus peut-être une dizaine à y retourner. Ouais, courbature oblige. Voilà. Et fast forward 2 mois plus tard, on n'est que 2 ou 3 à y aller. Ouais. L'écrémage naturel. Voilà, l'écrémage naturel. On n'est plus que 2 ou 3 à y aller. Et moi, je continue le truc, je kiffe. Je m'entraîne. Olivier, l'entraîneur là-bas, il me prend un peu sous son aile, mais de loin. Tu vois, il me donne des petits conseils, mais tu vois, je sens qu'il m'aime bien, mais il fait attention quand même. Il veut pas s'investir trop. Voilà, il veut pas trop s'investir. Ouais. Et au final, moi, franchement, je prends vraiment goût au truc et je retourne tout le temps. À un bout d'un moment, je commence à m'entraîner tous les jours.
J'y vais tous les jours. Et là, quand je commence à y aller tous les jours, les 2 autres qui étaient avec moi disparaissent. Enfin, et je suis le seul qui reste. Tu vois. Ok. Je suis le seul qui reste et on constitue un petit noyau. Parce que le club était plutôt récent. Il avait peut-être 6 ou 1 an, peut-être quand on arrive, 6 mois ou 1 an quand j'arrive dans la salle. Donc on constitue un petit corps de gars qui sont réguliers. Le noyau dur. Voilà, Amar, Romain, Nasser, vous connaîtrez encore plein de name dropping. Mais, et on constitue ce noyau-là de gars qui continuent et qui commencent à faire des championnats amateurs, qui performent au championnat amateur. Donc là, compétition directe aussi. Compétition directe. On saute dedans vraiment très vite. Hein. Ok. Parce que moi, je tourne la page sur le foot, je joue plus du tout au foot. Ouais, c'est fini. Voilà. Je rentre dedans, je me dis, ah, c'est bon, ça va être mon sport, je fais ça, c'est de la bagarre, j'aime bien. Donc je commence ça. À quel moment tu te rends compte que c'est pas que de la bagarre? Le premier sparring que je fais avec Olive. Ok. Et que on a ce concept, on vient un peu... le premier sparring que je fais avec lui, je me dis, bon, c'est le coach, il est fort, mais tu vois... Il est pas genre il va pas me tuer. Il peut pas me blesser fortement. Il peut rien me faire. En Donc gros, sparring, pour expliquer aux auditeurs qui connaissent pas, le sparring c'est un combat mais d'entraînement. Voilà. Donc on met pas toute la puissance, normalement. On met pas toute la puissance. On a tous connu un sparring qui dérape. Moi j'ai déjà pris un Superman punch par Zinc que je salue. Un Superman punch, c'est quand on saute et qu'on envoie un coup de poing à l'adversaire. Donc voilà, il peut arriver de temps à autre qu'un énergumène envoie un peu plus fort que d'habitude, mais c'est un combat d'entraînement. Voilà, donc c'est normalement c'est un combat tranquille. Ouais, c'est supposé être technique et un échange entre toi et ton partenaire juste pour... C'est pour s'entraîner dans les conditions du combat finalement. Exactement, exactement. Et donc t'envoies ce sparring avec Olive. Ouais, je fais ce sparring avec Olive et Du coup, tu le sous-estimes un peu physiquement, c'est ça, c'est quoi? Tu vois, à l'époque, avant la boxe, je manquais d'humilité en termes de bagarre. Voilà. Tu te disais Iron Man. Je me disais... Invaincu sur le terrain. Ouais, je me disais juste que... Tape des gens pour vivre. je me disais que c'était... que j'ai jamais eu peur des gens, tu vois. Moi, c'est ça mon problème. C'est un de mes problèmes, c'est que j'ai jamais eu peur de la carrure des personnes. Et Olive, il a pas une grande carrure en plus, tu vois. Ouais. Donc je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien du tout. Ouais. Donc je fais ce sparring-là avec Chloé et vraiment, il me ramasse de haut en bas. Ouais. Et je pense même pas que je touche une seule fois. Cette sensation que tu ne peux rien faire. Voilà. Ouais. Et ce jour-là, je me rappelle, en prenant le bus, en rentrant, je me disais, mais t'es une merde, en fait. t'es juste une merde. Tu te pensais que t'étais ceci, t'étais cela, mais t'es une merde. C'est un bon rappel et un bon... comment tu dis ça? Et lui, tu penses qu'il avait vu ça en toi, peut-être ce manque d'humilité, et se dire je vais lui montrer, même sans lui faire mal, que il se passe pas grand-chose, ou c'était son truc naturel? Je pense que c'est son truc naturel. C'est un gars qui aime la bagarre aussi, qui aime les sports de combat. Ouais. Je pense que c'est juste son truc. En plus, c'est le coach. Genre, il doit remettre tout le monde à sa place une fois de temps en temps. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'était ma première fois. Donc, quand tu le fais la première fois avec quelqu'un, tu marques son esprit. Et c'est bon, t'as plus besoin de le refaire. Hein, ouais. Tu vois. Donc, je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a marqué mon esprit. Et après, tout ce qu'il me disait, je faisais. Tu vois. Ouais. Tout ce qu'il me disait. Le sensei. Voilà. C'est rentré. Tout ce qu'il me disait, rentré. Je me disais, très bien, coach. Oui, coach. Ça me rappelle, moi, j'ai fait 2 ans de MMA à Toulouse. Et donc, le coach, Laurent Bonhomme, vraiment un petit gars, 70 kilos tout mouillé, tu vois. Et contrairement, moi j'ai vu les derniers sparring, Charles et Olivier, tu vois. Ouais. Ça tape vraiment les deux. Oui, à la fin là, oui. Ouais, moi j'ai jamais rien fait en fait. Il m'a toujours plié pendant les 2 ans. Donc du moment que c'était du sol, je finissais toujours avec une clé quelque part. Bon, je vais t'attraper, tu vas rester là avec tes 70 kilos. Non, c'est terrible, c'est terrible. Ça rend humble en tout cas les sports de combat. Complet. Et puis tu te rends compte qu'en fait t'es vraiment seul face à toi-même. Hein. T'es seul face à toi-même et Ton manque de cardio. Tu te rends compte de plein de choses, quoi. Ouais, et ça va au-delà du sport de combat. Ouais, c'est ça. L'humilité que ça te ramène quand tu commences ces sports-là. Comme je te dis, j'aimais beaucoup la bagarre. Quand j'ai commencé à faire de la boxe, je pensais même plus à ça. Bah, t'as expulsé en fait. T'as ton exutoire 4 fois par semaine ou 5. C'est ça. Tu sors de là-bas, tu peux difficilement bouger un bras, une cheville. Ouais. Donc, quelqu'un te bouscule dans la rue, tu dis merci, au revoir, tu vois, tu continues à marcher. Tu remets ton tube de Voltaren dans la poche, tu continues à l'appliquer soigneusement en rentrant à la maison. Ouais. Franchement, c'était vrai, une leçon de vie
une vraie belle leçon de vie. Tu vois. Moi, la boxe, comme je dis, ça m'a changé la vie en termes de discipline. Et ça commence par cet épisode-là avec Olive. Ouais. Quelqu'un que tu rencontres qui a des valeurs et qui te marque. Et donc, du coup, dans le niveau compète, là, vous avez ce noyau dur. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu te dis, un peu comme pour le foot, je vais en faire quelque chose de pro, ou alors t'avances, tu fais les compètes les unes après les autres? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, franchement, je prends les compètes les unes après les autres. Tu vois, je me dis pas que... maintenant, souvent, je le dis, je me rends compte que souvent, je dis, j'ai pris ma revanche sur le foot. Mais en fait, j'ai pas pris ma revanche sur le foot. Je le faisais parce que je kiffais et que, tu vois, je passais les étapes naturellement. Tu vois. Plus vite que, je vais dire quand même plus vite que la plupart des gens. Ouais. Mais je passais les étapes, je faisais confiance à Olive et on a fait compète sur compète. Jusqu'à gagner le championnat de France amateur, gagner le championnat de France semi-pro, tout ça. Ok. Ouais, et commencer des compètes en pro. Je fais le mec surpris. Ok. Ouais. Ok. Wow. Alors qu'on était là. Ok. Putain. Et avoir un parcours en boxe qui est sympa, tu vois, un boxe Bah ouais. qui est sympa avec des titres et T'as pris des ceintures. voilà. C'est important de le dire. Est-ce qu'on a les photos? Moi, je pense je suis en train de penser à l'Instagram, là, depuis tout à l'heure. Frérot, On va pouvoir mettre dessus. Moi, je pense que sur Insta, il faut qu'on commence à l'alimenter avec justement les personnages là, qu'on puisse sortir des petits dossiers. J'ai mis Vas-y, vas-y. quelques petits trucs quand j'étais à Abidjan là. Je pense que les gens ont vu un petit peu, mais j'avoue, on peut aller chercher justement des images qui vont le avec les six-pack épisodes. découé. Le six pack. Le six-pack. Non, le mais- short rose. Et moi, j'étais obligé de le mettre dans mes clips tellement je faisais référence en Ouais, termes de bah, shape. Voilà, quand je parlais du clip sur lequel j'ai connu Bakary, ben c'est Charles qui m'avait entraîné là-dedans. Puisque Oui, Charles Ouais, devait aller faire ouais. le muscle c'est ça. dans le clip. C'est ça, parce qu'il était connu après dans le secteur en fait pour Ouais, être le chicoteur réglementaire puisque maintenant c'était que sur un ring Ouais, c'est- du coin. Et moi je me rappelle moi de la connexion que j'ai avec toi. Bon, j'avais Saman avec qui j'étais tout le temps et qui est un de tes confrères togolais du coup qui me parlait souvent, tes sœurs avec lesquelles j'étais au collège, mais surtout Mehdi Devakone, Mehdi Amadi. Ah, mais tiens, oui. Voilà, Ouais. et Almami, et du coup, il me disait, ouais, je boxe avec un gars, là, tout ça, mais je crois que tu connais, c'est un pote à Saman, tout ça, nani, bam, bam, bam. Donc lui, je sais qu'il était avec toi à l'époque de la chicotte, et un jour où je faisais, donc à l'époque, je faisais du rap, assidûment, moi, c'était mon délire, et j'avais fait la musique d'entrée de Moussa Konaté à son combat de gala, je crois, à Champigny, justement, ou dans sa ville, à Nogent-sur-Marne, je sais plus. Et vous étiez là dans le truc là. Et je crois que c'est la première fois que je te check en sachant qui tu es et je mets un visage sur toi, sur ce truc là. Donc ouais, t'étais connu en tout cas dans notre secteur pour être le gars qui gère la Muay Thai. Est-ce que quand tu rentres dans le Muay Thai, est-ce que tu as ce même effet waouh que tu as eu dans le foot, ou c'est plus de la besogne du travail et à la fin les gens capitulent à dire bon il est bon quoi. Il y a quand même des facilités, tu Ouais. vois. Ça, moi, je veux dire que c'est quand même dans le sport. Tu vois, tu as pas parlé de basket, j'ai joué un petit peu au basket au collège, au lycée, au collège. Et c'est venu vite aussi. Tu vois, j'ai pas continué, mais ce que les gens disaient que c'était dur à faire, c'est venu plutôt vite pour moi. Et c'est la même chose à la boxe, tu vois. J'ai commencé la boxe. J'avais des capacités athlétiques, peut-être à cause du foot. Mais c'est venu plutôt vite aussi, tu vois. Et tu passes des gens qui ont commencé 2 ans avant toi plutôt facilement. Quand tu fais du sparring avec les gens ils te disent qu'ils ont tu vois, tu leur as mis un coup qui leur a fait mal pour toi, tu leur as envoyé le coup pas très fort. Tranquille. Ouais. Voilà, ou les gens ils vont te mettre un gros coup et toi Tu l'encaisses comme il faut l'encaisser. Tu vas le prendre plutôt normal et tu vas dire Non, je l'ai bien pris. Voilà, on avance. Je pense que c'est un peu ça le wow, mais c'est plus dans la bagarre quand tu commences les sports de combat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'extasient sur toi. Tu vois, c'est quand même des gens qui sont fiers, les gens. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc personne s'extasie sur toi, mais les gens, quand tu finis ton sparring, tu sens le respect dans les gens, dans les yeux des gens. Tu vois. Soit tu sens le respect, ou soit tu vois que tu. C'est plus toi qui prends conscience de tes aptitudes à force de te comparer, à force de voir aussi ta progression et de comprendre que tu es en train de faire quelque chose, quoi, et que t'as ces skills là. C'est ça. Moi, c'est vrai que j'arrive un peu plus tard à Paris, et quand je suis à Paris, je pense que c'est plutôt, en tout cas, il est déjà bien établi. Tu vois, donc on commence à faire
2-3 galas où il y va plutôt comme spectateur. Et moi, j'assiste à ça. Tu vois, j'arrive avec le petit ref et je vois les gens qui se déroutent, qui viennent le checker, tout ça, tout le monde vient le checker. Ouais. Donc, je me dis, bon, il est quand même un peu connu dans l'histoire, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça m'a fait cet effet-là et de me dire, ah oui, j'avais quelques bribes comme ça où j'entendais qu'il faisait des combats, tout ça, mais j'avais pas l'ampleur du truc, quoi, tu vois, de te dire, t'arrives dans, tu vois ce que c'est un gala, quoi. Il y a quand même beaucoup de monde. C'est impressionnant. Et les gens, ils combattent pas, pour le coup, et les gens s'arrêtent, machin. Ils viennent saluer. Je dis, ah ouais, quand même. Bah pour ceux qui ont pas, qui ont jamais connu l'ambiance d'un combat, en fait, d'une salle qui vient voir un combat, il y a vraiment cet aspect d'aller voir des personnes, tu vois. Au foot, tu vas voir une équipe, tu sais que l'équipe est vachement plus forte que toi tu ne jouerais, mais tu viens voir une sorte de spectacle de divertissement où tu ressens pas cette adrénaline. Tu vois, tu vas ressentir l'adrénaline si le match il est serré, si t'es derrière l'équipe et compagnie. Quand tu vas voir un match de boxe ou un match enfin un combat finalement, quel qu'il soit, t'as un truc aussi d'empathie en tant qu'humain où tu entends les coups, tu vois, et quand t'entends pour la première fois un coup qui est vraiment porté à un adversaire et qu'il soit bloqué ou non, l'impact que ça donne, t'as un truc de projection en fait, en tant que supporter ou en tant que spectateur, à te dire mais pour rien au monde je vais sur ce ring là dans ces conditions là, tu vois. Et pour avoir entendu, parce que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, les arts martiaux, mais pour entendre pas mal d'interviews justement de combattants et tout, t'as toujours cette question qui revient, mais qu'est-ce que je fous là en fait, tu vois. Mais comme pour tous les gens qui font des sports où t'es amené à un très haut niveau et tu finis dans des phases de souffrance réelle, tu vois. Et finalement ce plaisir qui naît de ça, de cette adversité, de cette souffrance, mais t'as toujours cette question aussi de te dire qu'est-ce que je fous là. Et donc en fait, finalement cet effet waouh, en fait, je pense que tu l'as peut-être plus chez les spectateurs quand ils te voient, parce que t'as une forme d'admiration pour des gens qui se mettent sur la gueule de façon intense dans une salle. Ils se mettent sur la gueule et il n'y a personne pour se cacher derrière, quoi. Non. Quand tu joues au foot, t'es fatigué, tu laisses le copain courir à ta place un peu, le temps de récupérer. Là, t'as un charognard sur le dos qui veut te mettre KO. C'est ça. Tu te débrouilles, quoi. Comme tu dis, en plus avec les coups qui claquent de tous les côtés. Ouais, ça force le respect, forcément. Ouais. Et tu te dis, est-ce que je pourrais aller là-bas, devant tout le monde, prendre mon KO et les mecs qui rigolent à côté alors qu'ils n'ont jamais fait une seconde de sport, tu vois. T'es jugé par des gens qui n'y connaissent rien, mais qui vont bien rigoler quand tu vas te retrouver par terre. Clairement. Tu vois, ça. Et t'étais à une époque où il n'y avait pas encore l'émergence fulgurante des réseaux sociaux. Putain, là, aujourd'hui, ça doit vraiment être incroyable. Ça doit être complètement différent. Mais ça crée des opportunités aussi, tu vois. Quand tu regardes un peu la scène complètement, sport, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent par les... en fait, tu sens vraiment là l'aspect divertissement, entertainment qui est primordial, en fait. Salut Cédric Doumbé. Hein. Voilà. Complet. Je sais pas s'il est déjà millionnaire, mais en tout cas, il est bien sur le chemin grâce aux réseaux sociaux. Cédric, à son talent, bien sûr. Mais... Cédric, qu'on recevra prochainement sur le mode d'émission. N'hésitez pas à écouter les épisodes, puisqu'on ne met pas le nom de nos invités des fois. Donc, continuez d'écouter. Attends, Cédric, on te salue, c'est quand tu veux. T'es le bienvenu. En parallèle de ce parcours sportif, tu finis donc ton bac STT, et là, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Tu rentres dans une boîte, Non, je fais un BTS compta pendant que je suis en train de boxer à très haut niveau. Donc ça, comme je te dis, ça traîne, mais je dois faire le BTS parce que... J'aimerais qu'il énumère quand même ses titres, hein, parce que on est passé vite. Énumère les titres, Donc, je suis vice-champion de France amateur, champion de France semi-pro et champion de France pro. Ok, voilà. C'est carré. C'est carré. Merci. Et ça à quel âge du coup? C'est entre mes 20 ans et mes 23 ans, tout ça. Ok. Non, entre mes 19 ans et mes 23 ans. Et t'es rentré à quel âge dans le Muay Thai? Je suis rentré à 17 ans. Tu vois comment ça va vite. Voilà. Je suis rentré à 17 ans. Mais ça, c'est important aussi pour les auditeurs. C'est vrai que souvent on passe rapidement, mais il faut dire les choses. On te parle des gens qui ont commencé les trucs à 3 ans et donc qui sont devenus de grands champions ou autres. Et des fois, on a l'envie de se dire, bon, je vais même pas rentrer dans ce domaine-là parce que c'est trop tard. Ouais. Ça, c'est un truc que tu aurais pu entendre finalement. Si t'étais rentré dans la salle en disant, je veux être champion de France pro,
17 ans, il y a plein de gens dans ce milieu-là qui pourraient te dire, bon, c'est trop tard petit, mais bon, entraîne-toi, fais ce que tu veux. Non, c'est sûr. Et donc, on va redédicacer Patrick Bruyel, hein. C'est-à-dire que finalement, tu as la carrière que tu veux quand tu veux. Ouais. Voilà, si tu veux commencer du piano maintenant, pourquoi pas. Du moment que tu mets le. Par contre, Sergio, c'est la deuxième fois qu'on cite Patrick Bruyel. Bah oui, on l'invite encore. Et Patrick, t'es le bienvenu. T'es bienvenu, viens là. Non, juste pour dire, voilà. Mais c'est vrai. Le truc dont on parle souvent de slasher, de personnes qui ont plusieurs casquettes, c'est pas très, comment dire, bien vu peut-être en France où on va te dire que ouais, t'es peut-être moyen partout, mais voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'explique qu'il a eu un parcours dans les centres de formation de foot, qui est champion de France de boxe thaï et qui va nous raconter le reste du parcours, mais voilà, tu peux faire plein de choses, quoi. Donc n'écoutez pas les gens. Entièrement d'accord. Et donc du coup sur le côté pro, sur le côté corporate, carrière, tout ça. Donc pendant que je boxe, je passe mon BTS. Quand j'ai mon BTS, grosse pression familiale encore de mon père en particulier. Tu vois, faut que tu vises l'expertise comptable. Maintenant que tu as pris la comptabilité, tu as choisi la comptabilité, il faut aller jusqu'au bout, blablabla. Moi, en vrai, pendant cette période-là, moi, il n'y a que la boxe en fait qui m'intéresse. Ouais, je fais que de ça. Mais je me mets une pression de pouvoir avoir ces diplômes-là pour me libérer de la pression de mon père, quoi. Et aussi, peut-être certainement pour le rendre un peu fier, mais c'est très loin de moi. Ouais. C'est très loin de moi. Moi, je veux faire du sport. Donc, je fais mon BTS et je commence à travailler dans un cabinet d'expertise comptable. Ok. Je travaille dans le cabinet d'expertise comptable. En même temps que je boxe un peu et je me lance dans un DCG qui est un équivalent d'un bachelor d'une licence, hein d'une licence pour sur le cursus de l'expertise comptable. Donc tu as le DCG, c'est le bachelor, c'est la licence, et tu as le DSCG qui est l'équivalent du master, l'équivalent du master qui t'emmène à l'expertise comptable, quoi. Okay. Donc je suis sur ce chemin-là. Je prends ce chemin-là pour satisfaire. Voilà, pour satisfaire et pour le montrer que je suis sur le chemin de la compta. Donc ça me bouffe pas mal de temps quand même, parce que je suis en alternance, je travaille en cabinet, je vais à l'école et je vais à la boxe, tu vois. Je fais les trois en même temps. Ok. Donc ça me bouffe du temps et ça me passionne pas tant que ça. Donc ça me prend beaucoup de temps à faire, tu vois. En alternance, j'aurais dû le plier en 2 ans, ce DCG, et je l'ai fait en peut-être 4 ans. Ok. Tu vois, 4 ans. Okay. Mais je continue à travailler, tu vois. Je suis quand même dans un cabinet, je continue à travailler. Donc, en 2010, 11, ça me prend tellement de temps et la boxe, il n'y a pas d'argent dedans. Que je me dis qu'il faut que, tu vois, il y ait des sous qui rentrent d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'arrête un peu de boxer et de m'impliquer à fond dans la boxe. Et je finis mon DCG, je commence à travailler. Je suis sur le cursus du DCG et je commence à travailler pour une boîte en tant que manager comptable. Je ne sais plus comment on dit ça. Je me rappelle même plus du titre du truc. Mais bon, je travaille pas très loin d'ici, à Bio-c'est-bon, dans la zone Silic, en tant que manager comptable. Je fais ça pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, j'ai envie de reboxer, mais je ne suis pas sûr. Il y a Antoine qui est là, qui me dit souvent tu devrais reboxer. Ça me tâte un peu. J'ai des propositions en plus. Il y a mon cousin qui organise des combats, mon beau-frère qui organise des combats, qui veut que je. Mais parce que je sais pas trop en fait. Je sais pas si je continue la voie de corporate. Je suis un peu dans le. Tu vois, c'est un peu dans la même période où on se demande est-ce qu'il faut continuer la compta, faut que je lance une boîte, faut que. Tu vois, il y a plein de questionnements et au final, je continue à travailler pour cette boîte-là pendant 2-3 ans. 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai vraiment... Là, c'est bon, je me dis, c'est bon. C'est cuit. C'est cuit. J'ai mon DCG, j'ai mon bachelor et je me dis, c'est bon. Je vais dire à mon père, j'ai mon bachelor, c'est bon. Moi, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et j'ai ma licence et je travaille en compta et c'est bon. Ça suffit, quoi. Ça suffit pour la fierté des locaux de nous. Tu vois, on a mis la barre à un niveau qui est tolérable, tu vois. Quand tu auras un repas de famille, il pourra dire mon fils est expert comptable. Merci. Voilà. C'est exactement le genre de phrase que mon père il aime sortir. Tu vois, il aime pouvoir sortir ce genre de phrase. Donc ouais, c'est comme ça que Bio-c'est-bon s'arrête, mon poste, cette position-là. Et en 2016,
Je lance Dershis, l'agence de mannequins. Ok. Donc là, dès que quand t'es dans ce poste-là de comptable, tu sens que bon, de toute façon, ça ira pas plus loin. Et là, c'est quoi? Tu cherches une idée pour monter une boîte, ou bien t'as une idée et tu sais pas comment la monter, donc du coup, ça va prendre la forme d'une boîte. Comment ça se passe? Parce que toi, finalement, avec ces études de comptable, t'arrives quand même avec un background qui est vachement bien taillé pour un mec qui veut créer une boîte. Franchement, la partie administrative française à l'époque, ouais, c'est bon, je la connais plutôt bien. Et tu vois, beaucoup de gens crachent sur la compta. J'ai pas continué dans la compta, mais la compta m'a apporté plein de choses en termes en plus de la boxe, en termes de discipline et d'organisation et de comprendre comment l'État nous vole. Le mot est lâché. Salut Manu, t'es bienvenu au micro quand tu veux. Mais c'est une généralité. Bruno Le Maire aussi. Il y a plein de taxes sur les fiches de paie des gens que les gens ne comprennent pas. Ils se lèvent en France pour manifester pour un oui, pour un non, mais il y a des trucs basiques sur lesquels ils devraient plus se plaindre qu'autre chose. Tu vois. Mais en gros, la compta, ça t'aide. Moi, je vais dire ça comme ça t'aide à comprendre le monde. Et pour de vrai, c'est vrai. Ça t'aide à comprendre le circuit de l'argent, comment l'État se prend de l'argent, comment comment l'État se finance. Voilà, comment l'État se finance, comment les entreprises se financent, comment les employés sont payés. Tu comprends un tas de choses que tu ignores, voilà, en fait. Que beaucoup de gens ignorent. Tu vois, que beaucoup de gens ignorent. Et pour ça, c'est bien. Tu vois, c'est pour ça, c'est bien pour comprendre comment une entreprise marche et comment la faire fonctionner. Donc cette partie-là, quand je lance l'agence, clairement, ça m'aide beaucoup. Cette partie-là, en fait, c'est même pas du travail pour moi. C'est juste, c'est comme si j'étais au cabinet. Ouais, ça fait. Et j'avais un nouveau dossier qui arrivait. Ouais, c'est ça. Table, sauf que ce dossier-là, maintenant, c'est le tien. Voilà. Et il s'appelle There She Is. Voilà. Je tiens à préciser que j'ai profité de ces services aussi pour ma propre société. Voilà, parce que j'y comprenais rien non plus. Et qu'effectivement, quand tu comprends, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis en train de travailler pour les gens là-haut, quoi. Ouais. Et pas pour moi. Ouais. Donc, There She Is, tu lances. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est quoi cette première boîte, c'est quoi l'idée, finalement? L'idée, elle vient tellement de partout. Je pense qu'elle vient de quand je suis tout petit, mais ça, c'est... Je sais pas si c'est une anecdote à balancer ici ou pas. Tu peux. Mais elle vient de tout petit, un clip de Usher. Non, nous dis pas tout. Je rigole. Non, je vais pas te dire. Un clip de Usher et Pascal Le Codoun, qui est mon cousin. Mais là, on est jeune, on a 12 ans. Et on se dit, plus tard, faut qu'on ait une agence de mannequins. Ok. Ok. J'attendais de savoir s'il allait balancer cette anecdote. Il m'a parlé de ça, il se voyait millionnaire en grosse bagnole. Voilà, il s'était donné des timings et tout. Voilà, ça c'était à 11-12 ans. Mon cousin et moi, on se dit, on va avoir une agence de mannequins, on va les placer dans les plus gros clips américains, on va les placer dans les plus gros films. Et on va tout péter. C'est comme ça qu'on va tout péter. Donc, tu vois, c'est une idée qui me reste dans la tête depuis que je suis tout petit. Comme quoi, il y a trop de choses qui reviennent à la petite enfance. Hein. C'est incroyable. 98%. De la créativité. Et quand je monte cette agence, j'appelle Pascal, en fait. Je lui dis, Pascal, moi, je vais me lancer dans l'agence. L'idée qu'on a eue quand on était tout petit. Et quand on a cette idée, je me dis... Quand je me lance dedans, je me dis... Ok, mais maintenant, tu sais que les millions, tu les fais pas comme ça. Tu vois. Ouais. Faut que tu aies un business, faut que tu aies quelque chose qui soit, carré. Si tu rentres dans ce business-là où il faut une licence, il faut des documents précis, c'est super réglementé, faut que tu fasses les choses bien. Tu vois. Et moi, à l'époque, en marketing, je connais que dalle. Je connais ce que je connais, mais c'est pas grand-chose. Mais... autour de moi, j'ai des gourous du marketing, j'ai des gourous de la photographie, j'ai des gourous de l'organisation. En fait, j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider à lancer ce business-là. Et si vous avez écouté ce podcast assez longtemps, vous savez qui c'est ce gens-là. C'est Will, c'est Sergio qui m'ont beaucoup aidé. Antoine, Félix, qui m'ont beaucoup aidé à faire émerger. À faire émerger cette marque, tu vois, à faire émerger cette agence-là. Et le but de l'agence, au tout départ, c'était de rester sur des talents qui sont pas très, je veux dire, représentés, qui sont pas très représentés dans les médias en termes généraux. Donc ça, on va dire
je sais plus comment, je cherche mes mots, mais underrepresented community. Ah. Je sais On plus. va rien dire. Non, On va voilà, rien dire. je On va sais rien plus. dire, c'est son moment. Mais parce que j'ai pas envie de, je sais même pas comment dire. Des peaux différentes, tu vois. On voulait des peaux différentes. La dans diversité. la Voilà. diversité. Ouais. On voulait des diversités on voulait avoir plus de diversité dans les. Dans les ceux qui sont représentés. Ouais. Voilà. Et l'offre que tu avais sur le marché était à l'époque très élitiste et qui correspondait à un certain type de mannequin. Les stéréotypes de beauté que tu avais tu vois, dans les défilés de mode et tout ça. Blanche, fine, grande. Merci. Ouais. Ouais, Donc, c'est diversité et singularité. Voilà. C'était. Mais ce qui est marrant, c'est de voir quand même la vision. Parce que si on reprend ce qui se fait depuis 5-6 ans, la méga tendance, c'est ça. Totalement. Et notamment en France, en dépit de tout le discours populiste qu'on voit en politique, ce qui se fait en termes de marketing, ce qui se fait en termes de représentativité, si on prend Netflix, les contenus et compagnie. Bah, aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une interview de la PDG, je crois, de Lancôme, c'est ça? Ouais. Qui était en train de parler d'Ayana Kamura comme si Ouais. c'était sa fille, quoi. Tu Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu Clairement. sens que les égéries, là, c'est plus du tout les mêmes. Tu vois les campagnes Vuitton, où justement, plus la peau est noire, plus ça va être mis en avant et compagnie, tu vois. Et je me dis, Lorraine, c'est pareil. ouais, c'est pareil. Burberry. Ouais. Et je me dis, du coup, en fait, t'avais tapé dans le mille. Au niveau de la vision, Voilà. t'avais tapé dans le mille. Franchement, en termes de. Pour te dire, même. Quand je lance ce truc-là avec l'équipe qui est autour de cette table, je me dis. Est-ce qu'il faut qu'on parte full diversité Ouais. ou qu'on reste un peu plus communautaire? Tu vois, c'était un super challenge pour moi. Quand je dis communautaire, ça veut dire focus sur les peaux les plus métissées possibles, Ouais. les plus noires possibles. Ouais. Donc je me tâte un peu parce que, tu vois, moi je suis noir, je vais dans une industrie qui est super blanche en France et qui est très réglementée. Tu vois. Donc comment tu vas être perçu? Je me pose plein de questions. Tu vois, c'est un monde que je connais pas très Ouais, bien. Et puis il y a les discours aussi, que ce soit dans les médias ou en politique ou autre, où tu sens que dès qu'on parle de communautarisme, Ouais. ça devient très clivant en fait. Ouais. Donc c'est chaud de se dire je fixe mon branding uniquement sur le communautarisme. Là où outre-Atlantique, ça pose aucun problème et c'est même peut-être vital finalement pour une boîte de dire bah non, moi je suis cette communauté, je fais rien d'autre. Ah, complètement. Et tu vois, l'agence, en termes de pouvoir développer des talents, c'est un truc qui m'intéressait aussi, juste par le fait de... Tu vois, moi, je suis super basé sur... C'est un peu égoïste ce que je veux dire, mais c'est... Quand t'aides les gens à se développer, moi, j'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont aidé à me développer quand j'ai fait du foot, tu vois. Il y avait quasiment personne. Donc, si j'arrive à transformer le truc en me mettant derrière des talents, des gens que je pense vraiment qui ont du talent et qui peuvent péter, Ouais. ça va être beau pour moi, même si derrière, financièrement, il n'y a pas des gros sous, tu vois. Donc, c'était aussi cette partie-là qui m'intéressait beaucoup bien dans sûr. l'agence. Mais finalement, c'est un win-win en fait. Tu vois, c'est même pas une question d'égoïsme ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que toi, tu vas apporter ce que tu peux apporter à une personne. Et bien sûr, en visée, il y a la rétribution qui peut arriver. Et je pense qu'ici, autour de cette table, il n'y a plus aucune personne qui a la timidité de se dire qu'on ne veut pas faire des gros sous, tu vois. Ah non, mais là, je l'ai pas du tout. Et moi, tu fais partie des gens Ouais. Non. qui m'ont sorti de cette timidité. Non, c'est clair. C'était pas une timidité sur les sous, c'était plus une timidité sur le qui tu es pour pouvoir aider les gens. vois. Ouais, je capte. C'était plus ça. Mais en vrai, quand je vois mon parcours de boxe avec Olive autour de moi et tout ça, je me disais qu'en fait, t'as pas besoin d'être quelqu'un, t'as juste besoin d'avoir les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir aider les gens. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Dershis, avec en première égérie, ma sœur. Tu vois, ma sœur qui est Isabelle, qui est multi-talent, qui est danseuse professionnelle, coach de pilates,
certifié. Quand on dit danseuse professionnelle, c'est des tournées mondiales avec notamment Kylie Minogue. Voilà, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Chiroz TV, épisode Voilà, 2. allez voir l'épisode. Exactement. Ouais. Voilà, C'est vous tout, allez parce voir que tout sinon, ça. on n'a pas fini là. C'est clair. Et ouais, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Ouais. On commence à démarcher, à toquer aux portes des agences, à envoyer des. Comment t'appelles Des flyers, des des brochures. Des brochures, à envoyer des MailChimp, de l'outreach par email à les acheteuses d'art. Bah, Démerdez-vous avec c'est ça. l'anglais de Charles. Hein. Ah, je suis. je dis qu'on ne dira rien aujourd'hui, Parce que- c'est pas grave. On va venir Ça sur la reste fin. entre nous. On va venir sur la fin du parcours, enfin sur le parcours actuel et vous comprendrez. Mais bon, on a notre Jean-Claude Van Damme à nous et on se, Ah, j'avais dit qu'on disait rien, mais on se c'est démerde. parti. Nous, comme, Le coup on est se- parti. nous, on se démerde comme on peut pour essayer de le comprendre. Il y en a certains qui sont franchement- Après, on dit que c'est moi qui suis pas gentil. Méchant, très méchant. Non, mais je suis obligé d'envoyer ça parce que je sais qu'il y a Sam qui va nous écouter et lui, lui, il va demander les sous-titres. Oh, Donc ouais, punaise. non, à ce moment-là, donc t'envoies tout ce qui est brochure. Enfin, tu fais ta campagne comme tu peux. Voilà, je fais de ma campagne. Je suis supporté par des gens qui sont super talentueux dans le marketing encore. Mhm. On fait des shootings, on met des profils en avant. Franchement, on fait on produit de la qualité en termes de De contenu. contenu. Ouais, clairement. Produit de la qualité en termes des mannequins qu'on représente. D'ailleurs, le site est toujours en ligne. Le site doit toujours être en ligne. Voilà. Si vous voulez aller Je checker. reçois toujours des requêtes. Hein. Tu sais, il y a pas mal de. Si on ouvre mon email professionnel de Derchisme, il y a pas mal de mannequins qui balancent des. Au moins toutes C'est les jamais semaines. fini. C'est jamais Ouais, au fini. moins toutes les Clairement. semaines, Des je fils reçois rouges. des gens qui veulent intégrer l'agence. Tu vois. Ah, bah, allez jeter un tour sur le site. Moi, j'y suis retourné il y a pas très Ouais. longtemps parce qu'en fait, pour réintégrer ton logo justement dans notre site internet, Mhm. j'étais allé essayer de l'aspirer, tu vois, sur Et ce qu'il y avait. tu t'es pas dit que le logo il était Non, mais en qualité tu sais- chez quelqu'un Tu sais, autour de cette table. tu sais, Clairement. c'était Genre le gars qui a fait le logo. Le gars qui a fait le logo, qui a fait les 3/4 du site, qui Il y a a- fait tout le marketing, tout le branding de Il y a- la Ouais, compagnie. comme disait mon prof de maths, pour compter les moutons, tu comptes tes pattes, tu divises par 4. il y a que Sam qui pourra me comprendre autour de cette table et il est pas là. Donc, mais bref, j'étais retourné sur le site Ouais. et je me disais putain, fort. Ouais, Fort, en fait. franchement, Donc allez jeter un tour au site, vous comprendrez c'est quoi la force de frappe du Monday Meeting. on avait bien bossé. Et Et vous tu- allez reconnaître beaucoup de têtes aussi, je pense. Parce que moi, j'ai fait l'exercice il y a pas Ah, longtemps aussi. ça, c'est pas- Il y c'est a c'est des vrai, ça aussi. gens qui sont passés par Derchis et Ouais. Et qui maintenant, Ouais, Ouais, qui ouais. maintenant sont hal. C'est marrant. hein. c'est marrant, C'est comme marrant. tu dis, tu vois. Mais bon, On dira tant c'est mieux. marrant aujourd'hui, on va dire c'est marrant. Ouais, tant mieux. Au tant mieux, contraire, parce ouais, que- ça a parce été que- le step pour eux et Voilà. t'as été là pour Voilà. faire naître ce truc. Voilà, on a créé du contenu de qualité et je sais qu'il y a des marques françaises, tu vois, qui n'ont pas voulu travailler avec nous, qui sont passées par d'autres agences pour travailler avec nos mannequins, pour faire des photos que nous, on avait déjà fait. C'est exactement où je voulais en venir, merci. Que les Merci. gens autour de cette table ont fait, tu vois. Ouais. Donc c'était une période un peu tricky dans le sens où on savait qu'on faisait de la qualité, mais c'était difficile de percer tu vois, Non, les gens jouent pas le jeu, c'est tout. voilà, d'enfoncer les portes et leur dire, les gars, nous on fait de la qualité, on sait qu'on fait de la qualité. Donc là, on parle un peu on parle de cette entité au passé, parce qu'il y a eu un moment où finalement tu as dû arrêter cette activité. Explique-nous, c'est quoi vraiment le blocage? D'où vient le blocage? Parce que tu le dis, le contenu est qualitatif, tu as les ressources humaines, c'est-à-dire que tu as les gens que tu peux mettre en avant, que tu peux développer, les profils intéressants, puisque aujourd'hui c'est des gens qui même ont pété ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème au niveau des marques après desquelles tu te démarches. Là, ma question elle est rhétorique parce que je connais l'histoire, mais c'est important pour les auditeurs. Clairement, je vais te dire, je suis une agence licenciée. Pour faire ce métier-là en France, tu as besoin d'avoir une licence. Donc j'avais la licence. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui vient avec une agence qui connaît pas le monde de l'agence et qui doit casser des portes, enfoncer des portes pour pouvoir rentrer. Ouais. Et même quand tu enfonces les portes, les gens ne veulent pas te prendre. Tu vois. Donc en fait, tu connais pas finalement ce que tu connais pas.
c'est le milieu. Voilà. C'est le marché. Voilà, c'est le milieu et les gens Les acteurs, des protagonistes de ce milieu. Voilà, je les connais pas personnellement, mais même quand tu as les noms, et que tu as l'adresse email, et que tu sais que la prochaine campagne ou que les campagnes précédentes étaient sur des profils qui sont les tiens, tu leur envoies un email, tu les appelles, tu leur envoies 4 follow-up, 5 follow-up, 6 follow-up, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ton email. Tu dis peut-être tu te poses la question quand, comme je te dis, juste après, le même mannequin est pris par une agence, par une marque qui va par une autre agence pour prendre ton mannequin. Tu vois. Donc tu te dis que peut-être que parce que le nom Charles Locodonou, ça sonne pas si bien que ça. Peut-être que ma photo de profil un peu trop basanée sur le site web plaît pas à tout le monde, tu vois. Il y a de ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de ça, et que quand tu es précurseur, il faut que tu restes longtemps sur le marché. Ouais, ok. Si tu n'as pas les capacités financières et les ressources de rester longtemps sur le marché sans revenu, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est un peu compliqué. Est-ce que il n'y a pas aussi un manque de, finalement, quand je dis un manque de connaissance du milieu, c'est-à-dire comprendre que c'est un milieu qui marche peut-être que par cooptation, 100%. que par copinage, c'est ça, cooptation, et puis un milieu aussi très élitiste avec peut-être une image de marque que tu dois développer en tant qu'individu, c'est-à-dire des codes. Voilà. C'est des codes que je connaissais pas, et ça c'est, tu vois, ça c'est mea culpa, c'est ma pensée de je vais le faire, je peux le faire et on va le faire, et te rendre compte que tu n'as pas les codes, tu vois. Je suis pas quelqu'un de très corporate. Je suis devenu, tu vois. Je suis devenu, mais de base, je suis pas quelqu'un de très corporate qui va à tous les events, les dans les networking, qui vient. Mais je l'ai fait pendant que j'avais l'agence, tu vois. J'en ai fait quelques-ans, je me baladais un petit peu partout dans Paris. Finalement, tu as compris le jeu qui se jouait quand tu étais dedans déjà. Voilà. Quand tu avais déjà lancé les dés. Voilà. Tu vois, malheureusement, je pensais que j'allais produire du contenu de qualité, avoir des mannequins super talentueux, avoir tous les papiers en règle et pouvoir avoir des contrats. En fait, tu t'es concentré sur le produit. Voilà. Je me suis 100% focus sur le produit, sans me dire il y a des codes que tu connais pas, il faut que tu les apprennes, et il y a des gens faut que tu connaisses pour pouvoir entrer. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé là, c'est que, comme il dit, lui, c'est une agence avec la licence, avec tout ce qu'il faut. Et il y a ce marché d'en haut, effectivement, où tu n'arrives pas à percer, à rentrer, mais aussi le marché d'en bas, où il n'y a pas de licence, il y a juste un Instagram, ça book des nanas sur des contrats à 50 balles, et ça tourne en fait. Et ce milieu dont il parle, c'est-à-dire que si tu te projettes sur Usher et compagnie, le rap, le R&B, etc., en France, c'est pas des mannequins au sens légal. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on book comme ça, sans contrat, sans rien. Et du coup, tu te retrouves à lutter contre en haut où c'est fermé, on veut pas te laisser rentrer. Plafond de verre. Et en bas, et sol de c'est la jungle, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors que toi, tu t'es mis des freins, entre guillemets, à vouloir travailler dans les règles, quoi. Tu vois. Donc, très compliqué. Donc, c'est un milieu, en fait, où le premium n'existe pas. C'est soit t'es dans le bas de gamme, à la rage, dans la bouillasse, là, soit t'es dans le monde de diamants et... Le premium dont tu parles, en fait, il est fait par les grosses agences. Ça veut dire, c'est pas qu'elles vont dévaluer, mais elles vont avoir des mannequins qui pourront osciller entre aller faire un défilé de mode pour de la lingerie, je sais pas quelle marque, Victoria's Secret, et après aller redescendre pour faire un clip avec John Legend. Ok. Tu vois, ils ont ce type de connexion là qui leur permettent de faire ça. Après, tu descends plus bas, comme Sergio disait. Et t'as ici à Paris où t'as des nanas qui ont des petites agences, qui connaissent des copines. Il y a Kalash qui veut faire un clip. Ah, je connais Intel, elle sera ravie de faire un clip pour Kalash pour $75, 75 euros. Non, moi je fais pas de clip à $75. Tu vois. T'as la nana qui va aller sur le clip, elle a son image, elle va être représentée pendant je sais pas combien de vues sur YouTube, et elle prend $75. C'est aussi des gens qui connaissent pas vraiment ce que c'est les droits d'image, qui connaissent pas vraiment. C'est ça. Nous, on l'a vu dans l'audiovisuel, hein, quand on explique ce que c'est que des droits d'image.
T'as des gens qui tombent des nues, pourtant c'est des marques, tu sais qu'elles ont déjà travaillé avec des modèles ou des choses comme ça. Ouais. Et ouais, c'est particulier de voir justement des professionnels qui tombent des nues quand tu parles des droits d'image, où des fois ça dépasse même le coût de la production. Ouais. Enfin, bien souvent, ça dépasse le coût de la production, et savoir que c'est renouvelable, et savoir que... Mais C'est pareil pour les voix off, un droit de diffusion, C'est ça, etc. Les gens ne calculent pas ça. Et comme tu dis, c'est surprenant d'avoir des entreprises d'un certain niveau. Ouais. Tu leur parles de ça et... Parce qu'elles se baladent entre les deux eaux. Ouais. Elles bénéficient des gens qui font des choses qui Aura sont des pâquerettes, ouais. et qui sont pas réglementaires en fait. Ouais, c'est ça. Parce que n'importe qui tu travailles pour une boîte de production et tu t'envoies un mannequin, il y a un minima horaire pour les mannequins. Mhm. Tu vois. Et 75 euros, c'est pas le minima horaire Ouais, non, pour c'est un sûr. mannequin. Ou alors elle vient 30 Horaire, minutes on parle d'horaire. Ouais, donc Et là, on te parle de clip, on te donne 100 balles pour passer la journée, Voilà. changer 4 tenues. et mettre avoir mettre ton dans une image qui piscine. va être diffusée. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, te Pour mettre le dans cas une d'un clip, piscine ad vitam 10 aeternam. degrés, exactement. C'est ça. Donc, c'est bien, et souvent, c'est ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire que tu vas te nourrir de visibilité, comme on dit souvent, ah tiens, c'est comme il disait, hein, c'est Kalash ou c'est Caris, et d'un coup, tu te retrouves, je dis pas que ce sont ces clips à ces gens-là, d'ailleurs, hein, mais tu te retrouves dans des clips comme ça, effectivement, avec ton image qui se balade pendant 10 ans, 15 ans. Voilà. Bah, j'ai eu le cas tout à l'heure, je suis allé à Cultura et je suis tombé sur un couple qui a fait des photos et les pauvres ils sont, mais quand je vous dis partout, donc toi Sergio tu m'avais envoyé une petite là qui est partout sur toutes les campagnes sauces, et tout. toutes les sauces. Et là eux j'arrête pas de les voir, je les vois sur Canva à chaque fois que je veux faire un truc. Ils sont dans tous les templates dès qu'il y a un couple. Et en plus, la meuf ressemble à 98% à ma femme, tu vois. Ouais. Je dis, mais, oh, je vois le livre, je dis, mais c'est... Ah non, c'est eux. Non, c'est compliqué. Tu vois, pour ce couple-là, c'est... Mais c'est incroyable. Et puis, c'est même pas un vrai couple, tu sais, c'est un couple d'une journée. Donc, je me dis justement, la pauvre fille ou le pauvre mec là qui va se retrouver pendant les 10 prochaines années placardé en couple. Et Sergio m'a envoyé justement une où, enfin c'était un article quoi, où une avait vieilli depuis et elle était en fait sur des campagnes et puis elles étaient de plus en plus orientées tu vois, préservatif, laxatif, tu sais, l'autre elle a sa tête sur les trucs pour avoir pour forcer la constipation, tu vois, ce genre de trucs. Et ça fait 10 ans, elle a plus du tout la même tête. Enfin bref. Donc ça, c'est des trucs. Dit souvent, lisez bien les contrats que vous signez. Il y a de la piraterie là-dedans. C'est ça. Un vrai contrat de représentation de droit d'image. T'as la zone géographique, t'as les supports. Les médias, là où ça va être diffusé. T'as plein de... La temporalité. C'est ça. Ouais. Tu vois, t'as plein d'éléments qui font fluctuer le prix. Et ça, c'est pas maîtrisé par beaucoup de gens. Et les marques et les boîtes de production en profitent. Parce qu'elles savent qu'elles vont jamais se faire attaquer par... Ben non. Par quelqu'un qui... Par l'agence Instagram, Par l'agence Instagram, comme tu as dit. Ouais. Donc, c'est un milieu un peu particulier, quoi. Mais ça, c'est important pour les auditeurs de situer. Il y a un truc qui il y a un truc que j'avais écouté dans un podcast, je crois que c'est celui de Xavier Delmas. J'en écoute 2 de lui, mais il y en a un qui s'appelle L'Art d'investir, qui est vachement intéressant, vous pouvez aller écouter. Il parle d'un concept qui a été développé par une entité de Google. En gros, cette entité de Google, c'est pour faire naître des projets les plus fous, tu sais. Innovants. Voilà, donc aller vivre sur Mars, voilà, il y a une équipe, une cellule qui bosse sur ce genre de projet, tu vois. Donc désaliniser l'eau de la mer pour en faire de l'eau potable, voilà. On va mettre une équipe de 10 là-dessus, voilà, et parlez-nous de ça. Et le patron de cette entité, en fait, le chef de cette entité, ce qu'il dit en fait à ses équipes, c'est occupez-vous en premier du singe. Donc les gens, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et puis il finit par expliquer l'histoire, en gros, il dit on peut vous fournir un projet qui est il va falloir que vous mettiez un singe sur un piédestal et que vous lui fassiez réciter du Shakespeare. Et il dit, dans la plupart des boîtes, quand on va confier ce projet un peu fou à un groupe, le groupe va se sentir obligé de travailler. Et donc, ils vont identifier qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans, tu vois. Et en identifiant ce qu'ils peuvent faire, la plupart des gens vont s'occuper du piédestal.
pour dire bon bah envoyer un mail, bon bah j'ai réglé. Ouais. j'ai vu les dimensions du piédestal et en effet il pourrait accueillir un singe de telle envergure pour tel truc. Et puis un autre va dire bah le revêtement pour pas que le singe glisse, tu vois. Donc là je suis en train d'extrapoler, hein, il explique pas ça, mais bref. Pour pas que le singe glisse, il faut une surface adhérente et donc il y en a un qui va chercher la surface adhérente et en gros on a l'impression qu'il y a 10 personnes qui viennent de bosser sur un vrai truc. Mais si tu t'es pas occupé de trouver un singe qui peut réciter Shakespeare, ton piédestal ne sert à rien. Ouais. Donc en gros, ils disent dans ce truc-là, de fou, là, de ces projets de fou, occupez-vous en premier du truc impossible. Et si ce truc-là n'est pas possible, commencez pas à aller chercher à faire du truc, ça nous évitera beaucoup de temps à perdre finalement. C'est clair. Et pour les auditeurs, bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire, parfois on prend le truc un peu sous un angle à se dire, bah, on a forcément des biais finalement, à se dire, bah, on va faire un produit fini qui est magnifique. Ouais. Mais si on comprend pas forcément le lieu, le contexte dans lequel on va balancer ce produit-là et que les portes elles sont toutes fermées, peut-être que le premier truc à faire, et il y en a qui l'ont très bien compris, notamment sur les réseaux sociaux, on s'en bat les couilles du produit, ce qu'on va faire c'est du marketing de fou, ou bien faire adhérer une communauté à ci ou à ça. Mais du coup, comme on l'a déjà dit, les retours d'expérience c'est ce qui nous nourrit. Tu vois, et je pense que toi, c'est un retour fulgurant parce que, pour certains auditeurs, de se dire un produit qui est aussi bien fini, qui correspond à une vision qui ensuite est plébiscitée par l'intégralité du marché. Comment ça se fait que ça marche pas ? Et parce qu'il y a certains enjeux qu'on maîtrise pas en vérité. C'est méga frustrant. Hein. De malade. Quand tu racontes l'histoire comme ça, on a vécu la même expérience sur le projet Chiros où effectivement le truc c'était de se dire on veut de la qualité et on a oublié le singe et le singe c'était comment tu diffuses ça. Et quand tu arrives avec des projets qui parlent de, je retrouve ces mots-là dont on a beaucoup parlé avec Charles, hein, singularité, diversité, et on te dit tu veux diffuser, va voir France O quoi. Tu veux diffuser, va voir TV5 Monde. Tu vois. Donc c'est dur après de casser ces portes-là. Et ce qui est encore plus frustrant dans ça, c'est que derrière, et on n'en a pas parlé tout à l'heure, il se produit certains événements, notamment les États-Unis, il y a eu des George Floyd, il y a eu pas mal de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, les grosses marques se disent bon, il va falloir quand même qu'on montre patte noire pour le coup. Ouais. Et donc, on va faire des projets de diversité, d'inclusivité. Et d'un coup, tout le monde veut faire la même chose. Ouais. Et Lancôme veut des égéries noires, et Ralph Lauren veut des égéries noires. Et en fait, tu te dis, mince, j'avais la vision, mais j'étais trop en avance. Ouais, des fois, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça le truc. Et tu te dis, c'est frustrant, mais en même temps, quand on échange ensemble, on se dit, est-ce qu'on a envie de changer ce truc-là, de dire, on veut la vision qui nous anime, en fait, quoi. Je veux pas juste péter le score pour péter le score. Si, en fait, si tu veux péter le score, fais l'imbécile sur Instagram. En fait, ça regarde les comptes à 500K, où les mecs qui font des conneries se roulent par terre, ou dansent, ou racontent des conneries, mettent des petits messages. Tu te dis, n'importe qui peut faire ça. Mais est-ce que tu as envie de le faire ? Je pense que nous, pour parler de nous, hein, je nous imagine pas ne pas allier la forme avec le fond, en fait. Clairement. Ouais. Donc, c'est frustrant, mais en même temps, tu te dis, bon, voilà, peut-être qu'on n'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Non, et puis c'est frustrant, mais en même temps, Dieu merci, cette expérience, elle existe dans ta vie, dans notre vie. Ouais, mais c'est jamais perdu. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que ce truc-là, en fait, on dit c'est mort, mais non, il existe encore. Il le dit, il reçoit encore des mails. Ouais, c'est clair. Pour un truc qui est fermé, entre guillemets, depuis combien ? 4 ans ? Ouais. Voilà, c'est réglé. 2019, ouais. Et au-delà de ça, pour connaître ta mentale guerrière, du coup, ardemment forgé sur les rings de boxe et sur les terrains de foot. Du coup, un jour, tu nous réunis et tu nous dis, bon, Dershis, on le met en stand-by. Mm-hmm. Mais par contre, next step, je m'endors pas et je pars sur... tu peux le dire toi-même. Je suis parti sur un MBA, un Master Business Administration. Enfin, je pense que c'est ça. Et je pense que c'est comme pas en français. De toute façon, si tu connais pas MBA, c'est que t'es un tocard. Donc, je pars sur un MBA. Mais le fait de partir... Encore, si les gens me connaissent, ils savent que Charles qui dit qu'il va partir faire un MBA aux États-Unis, c'est un peu fou, quoi. Tu vois.
parce que le mec, il aime pas les études. J'aime pas les études. Ouais. Tu vois, je suis pas un mec des études. Mais je sais ce que ce diplôme peut m'apporter pour quelqu'un qui veut travailler dans l'entertainment et dans le sport. Et t'es un mec de l'argent aussi. Et je suis un mec de l'argent. Ouais. Clairement, je suis un mec qui veut des sous. Et je sais que ça peut me faciliter pour pouvoir aller m'exporter à l'étranger et pouvoir travailler dans le sport. Partir en Amérique du Nord, c'est le plus gros marché du sport et de l'entertainment dans le monde. Tu vois. Donc là, finalement, t'as spoilé un peu le truc, mais du coup, le MBA que tu fais, ouais. c'est clairement pour rallier finalement ta première passion. Et c'est marrant parce que quand je t'ai parlé de l'entrepreneuriat ouais. et de te remémorer tes souvenirs, tu m'as parlé en priorité de tes expériences sportives. Tu vois, ouais. Tu m'as parlé du foot. Ensuite, le lien avec la boxe. Ouais. J'ai essayé de te ramener sur le terrain des études, mais chasse le naturel, il revient au galop. C'est vraiment pas quelque chose qui... Tu vois, je pense que les études, pour moi, c'est important, dans le sens où tu dois savoir écrire une phrase sans faire de faute. C'est juste pour toi-même, tu vois. Tu dois pouvoir t'exprimer sans faire de faute. C'est juste pour quelqu'un... C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre et pour pouvoir libérer ton potentiel, finalement. Libérer ton potentiel et juste pouvoir t'exprimer. Ouais. Tu vois, ouais. tu as besoin d'une frame que les gens connaissent pour ouais. pouvoir t'exprimer. Ouais. Et les études, ça te donne cette frame-là. Ouais. Tu vois, cette structure-là. Donc, c'est important. Mais t'as pas besoin de ça pour réussir dans la vie, mais c'est important pour pouvoir t'exprimer. C'est comme ça que je vois les études. Ah, de fou. Et du coup, tu trouves le moyen de ramener ça, finalement, ce qui t'anime depuis petit, c'est-à-dire le sport, en fait. Comment allier le fait de faire des sous, ouais. le fait de pouvoir avoir aussi un titre entre guillemets prestigieux à travers ce MBA qui pourrait satisfaire aussi le padré. Vachement. Et puis surtout revenir à ton amour premier, à savoir le sport, quoi. Ouais, ça vient pas de nulle part, hein. Comme je dis, j'aurais pas sauté sur un MBA si j'avais pas deux frères ouais. qui sont partis aux États-Unis et qui ont fait des MBA et qui ont tout pété. Tu vois, ils ont tout pété là-bas. Ils ont des positions qu'ils n'auraient jamais eues en France. Ouais. Mais vraiment jamais eues en France. Donc, tu as besoin aussi quand même d'être aiguillé. Tu vois, le self-made, là, c'est du n'importe quoi. On l'a bien dit ici. Hein. Si j'avais pas ces deux frangins-là, j'avais pas la famille que j'ai surtout, j'y serais pas arrivé. Parce que ce MBA-là, c'est un diplôme qui est super sélectif. Ouais. Où ils étudient tout ton parcours, tout ce que tu as fait dans ta vie un peu, et ton parcours scolaire notamment. Ouais. Et ils regardent comment tu peux devenir quelqu'un qui a de l'impact dans un business. Tu vois, c'est ça le business. Les MBA, tu le fais... Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui le font juste après les études. Mais tu t'en retires beaucoup plus de value. Les formateurs te diront quand tu as un passé d'expérience. Ouais. Professionnelle, personnelle, sportive. Et le MBA vient t'ajouter une injection de business acumen, d'expertise qui font que quand tu vas aller après dans un business, tous les éléments du business, tu les maîtriseras, tu les comprendras facilement. Tu vois, c'est un concentré de connaissances qui a beaucoup plus de résonance si toi-même t'es passé par certaines phases que si t'as pas encore expérimenté. Voilà. Si t'as pas expérimenté, c'est comme si on t'ajoutait du savoir. Un apport théorique. Voilà, du théorique. Alors que c'est très basé sur comment tu vas utiliser du savoir dans l'entreprise. Comment tu vas utiliser. Donc j'ai fait ça. J'ai passé... Donc là, tu décides de changer de pays, changer de langue. Ce qui explique, c'est... On va être obligé de dire. Hein, ces anglicismes. Il a dit donc, les freins d'abord pour le MBA, mais il n'a pas parlé de... Ah bah non, on l'a vu. Son niveau d'anglais qui n'était pas forcément légendaire. On t'a vu à chaque... Moi, j'ai le souvenir, quand on allait chez toi à Gentilly, à chaque Monday meeting, il y avait la télé en anglais quand on arrivait. Non, c'était un process. Non, il s'est mis en condition. C'est un gros travail et je profite de sa présence aujourd'hui pour le féliciter pour ça. Je lui ai déjà adressé des félicitations plusieurs fois, mais je veux dire, se décider
à partir comme ça à l'aventure. Donc avant le NBA, il faut faire les dossiers. Ouais. Faut Ouais, je quand me même rappelle de faut cette quand même période de passer dossiers. les examens parce qu'il y a quand même des niveaux de capacité à avoir. Donc pendant que nous, on était là, on circulait, les mecs, ils révisaient jusqu'à pas d'heure. Ouais. Ensuite, partir à l'étranger, je le laisserai raconter tout ça, mais les conditions, il y a eu le Covid. Donc ça se fait à distance, en visio. Enfin bref, je te laisse raconter, mais franchement, félicitations pour ça. J'insiste aussi là-dessus. C'est fort. Je me rappelle quand il me l'a annoncé cette nouvelle. J'ai l'impression qu'on a ramené la Coupe du Monde à la maison. Ah ouais, Bah, Ah, véridique, c'était incroyable. Quand t'as annoncé, que t'étais pro NBA, on était dans ce même Exactement, jardin. Là, on était juste là. là. Ouais, était je me là. rappelle, ouais. Donc, ouais, non, tu fais partie de nos fiertés, frérot. Donc, on te le dit haut et fort et ça restera sur les bandes. Bon, je crois qu'il faudra faire 3-4 posts pour Instagram parce qu'il Oh, y a plein d'images. Il y a trop d'images. Les petites vidéos pour postuler au NBA, tout ça, on a fait Voilà, pas. ah ouais, encore, tu vois, il y a eu encore du matos. il y a eu de la Monday Team qui a Il y a eu du cravaché matos. encore sur. Ouais, la mode des teens Ah ouais, sert à ça. Sergio. Ah, bah oui, on est ensemble. Sergio, il m'a. Tu vois, pour les applications, il faut montrer un peu ton parcours. Et moi, je racontais mon parcours un peu via le sport et l'entrepreneuriat avec l'agence et tout. Et on avait fait une vidéo avec Sergio qui est top, qui m'a valu je sais pas combien de messages. Ouais. Je l'ai envoyé à toutes mes applications. Le bon storytelling, le bon support. Pour te dire, Vous avez vu ça d'ailleurs, les gars? Oui. Moi, je l'ai pas vu. Hein. Moi, j'ai vu. Bon, Ouais, je l'ai pas vu, les gars. Bon, bah, ça va sortir. Je le regarderai sur le Insta. Bon, tu vas attendre un petit peu alors, puisqu'on est en décalé. non, franchement, ça m'a beaucoup servi, tu vois. Je l'ai même envoyé, tu vois, certaines applications aux États-Unis demandaient des vidéos pour se décrire. Ouais. Nous, on avait fait une vidéo super créative avec Sergio, mais je l'ai même envoyé à des écoles où ils ne demandaient pas la vidéo. Tu vois, ils ne demandaient pas la vidéo dans l'application. Je dis, tenez, quand même, vous prenez. Cadeau. Parce qu'on a fait Bonus. trop. Bah, tu m'étonnes. Ouais, on avait trop. Et puis c'est le genre de sel sur le plat qui exactement. fait du bien. Exactement. Et donc du coup tu arrives là-bas, Toronto. J'arrive là-bas à Toronto l'été 2019. Tu vois, j'ai passé de beaux étés dans ma vie. 2014 à Rio en fait partie. Je pense pas très loin, peut-être 3-4 dans mes top 3 summers. Ok. L'été 2019 à Toronto. Ok. Où en vrai, j'y vais pour m'acclimater à la langue, parler anglais tout le temps. Mais en même temps, je découvre la ville, quoi. Ouais. Et c'est le feu, franchement. L'été, Toronto, c'est une ville magnifique. Ok. C'est une ville magnifique. Pour ceux qui sont NBA, en 2019, les Raptors, qui est l'équipe de NBA de Toronto, du Canada, de Toronto, gagnent la NBA. Donc Qui la gagne depuis. Oh, ils l'ont jamais gagné, c'est la première fois. Ah, c'était la première C'est la fois. première fois. oui. Donc, Moi, c'était mon équipe parce qu'il y avait Vince Carter Vince à Carter, l'époque. voilà, Donc tu vois, c'est ça, une c'était légende. quand j'étais petit, c'était incroyable, les Raptors. ouais. Donc super belle expérience là-bas. J'arrive, je suis solo, hein, mais je kiffe quand même. Tu vois. Ouais. C'est dur parce que t'es loin de ta famille, t'es loin de ta famille, tes repères, tout ça, mais je kiffe quand même, nouvelle culture. On a une famille où on est un peu éparse, un peu partout. On a plusieurs villes à chaque fois, plusieurs pays. Donc je kiffe quand même, c'est une belle expérience. Mon anglais il progresse. Je charbonne dans les salles de Le sport. français régresse. Ouais. Commence à parler en vandale. Non, pour ça, sur ça, tu vois, l'anglais, c'est vraiment une langue qui est plus facile à apprendre que le français. Ouais. Même si j'ai pas appris le français, je vois les gens qui essaient d'apprendre le français. Même moi, quand j'essaie d'aider les gens pour parler français là-bas, je dis, mais quelle langue compliquée. C'est super compliqué. Quelle langue compliquée. Super vraiment compliqué. compliqué. L'anglais, c'est vraiment straightforward. C'est vraiment... Ah, celui-là, je l'ai pas. Direct. Vraiment direct. Ok. C'est vraiment direct. Tu vois. C'est vraiment direct et t'exprimes les émotions qui s'expriment. Il n'y a pas de vouvoiement. Tu parles directement. Mais c'est pas pour autant que c'est pas poli. Hein. C'est une langue qui est très active. Dire ça comme c'est une langue qui est vraiment basée sur l'actif. L'action. L'action et faire. Tu vois. Donc j'essaie de prendre le train en marche parce que c'est pas facile ça aussi. Mais je prends le train en marche et
Je commence mon MBA qui est un peu pendant le Covid, tu vois. Donc je reviens ici, j'en profite pour venir ici vous voir et passer un peu de temps à Paris. Mais pas nous voir confiné. Ouais, confiné, bien entendu. En tout bien, tout honneur. On avait notre passe. Hein. Bien entendu. Ouais. En plus de ça, j'avais les cours, donc je pouvais pas autant sortir que je voulais. Mais ouais, je fais ce NBA là pendant 2 ans et je le valide. Plus grosse surprise, une de mes meilleures surprises ever, c'est voir ma mère à ma graduation. Ma mère qui... Je pense que j'ai jamais voyagé avec ma mère en vrai. En fait, j'ai voyagé quand j'étais petit, mais ma mère qui se déplace du Togo, tu vois, à Toronto. Venir à Toronto pour ma graduation, franchement, c'est donc ça, c'était là vraiment surprise. C'était personne... Non, elle me l'a dit. Mais quand même, ma soeur me le dit. Et quand elle me le dit, t'es sûr et tout? Je fais, ouais, elle va venir. Je dis, putain. Lourd. Franchement, c'était... La symbolique. C'est une grosse symbolique. Deux de mes frères aussi qui m'ont beaucoup aidé pour faire ce MBA-là. Viennent aussi. Donc, c'est un bon... Tu vois, quand je finis le MBA, en fait, je me rappelle même plus de tout ce que j'ai appris. Là, tu me parles du MBA. Mon meilleur souvenir du MBA, là, c'est ma mère à la graduation, à la cérémonie de graduation. Tu vois. La voir dans les tribunes là-bas. Ah, c'est incroyable. C'est fort. C'est beau. C'est fort. Ça donne du peps. Tu m'étonnes. Voilà, c'est comme ça que je finis ce MBA là. Et je commence à travailler dans le sport. Donc, c'est quoi finalement à la fin de ce MBA, tu peux prétendre à quoi? Un MBA, l'argent. Un MBA. Un MBA. C'est le MBA. Non, les gens le font pour ça. Ils le font pour gagner un bump dans leur carrière. Ouais. Et un bump, ce bump-là, il se fait aussi il est aussi financier, tu vois. Donc les gens, ils rentrent avec un statut. Et quand ils sortent du MBA, ils ont un autre statut qui, par la valeur de l'enseignement, de toutes les expériences qu'ils ont eues, peuvent prétendre à une autre condition. Ouais. Quand tu rentres dans un MBA, en fait, tu as les salaires à la sortie. Ouais. Tu vois, on te dit c'est ça. Voilà. Tu vaux ça. Voilà. L'école laquelle je suis allé, c'est la meilleure école au Canada. Ok. Donc, c'est le meilleur MBA. Donc, ils te disent, ton salaire, la moyenne, c'est ça. Ceux qui sortent dans cette industrie-là, ils gagnent ça. Donc, tu sais à peu près à quoi tu vas t'attendre. Ouais. D'ailleurs, les gens, ils appliquent aux MBA en regardant l'industrie dans laquelle ils veulent travailler et le salaire qui va avec. Donc, les gens qui vont appliquer à Harvard, ils veulent beaucoup aller peut-être dans la tech. Non, Stanford plutôt, beaucoup dans la tech. C'est le MIT. MIT, beaucoup dans la tech. Stanford aussi, beaucoup dans la tech. Les gens qui veulent faire dans l'entertainment à fond, ils vont à LA, à UCLA ou à USC. Donc, tu as des écoles comme ça qui sont spécialisées où tu as des gros salaires à la sortie, tu vois. Donc, moi, je sais à peu près ce que je vais gagner en fonction de l'industrie dans laquelle je vais aller. Donc, c'est pas Je sais où est-ce que je vais. Tu sais où est-ce que tu vas. Et donc, là, aujourd'hui, ton poste, est-ce que tu peux nous le décrire? Donc, je travaille dans le sponsorship dans le foot. Donc, je vends du sponsorship pour faire un parallèle en France, par exemple. Tu prends les équipes nationales de France, la Fédération française. Ils ont comme sponsor EDF, Volkswagen, Carrefour, Orange. Et tu as quelqu'un à la Fédération française ou une agence qui les représente qui va chercher ces sponsors-là. Je suis cette personne-là. Okay. Je suis cette personne-là qui le fait pour les équipes nationales du Canada. Donc, je démarche des marques pour sponsoriser les équipes nationales de foot du Canada. Ok. Ça veut dire des grosses sommes. Tu vas négocier avec des gens, tu vois, des VP Brand, VP Marketing, des CMO, Chief Marketing Officer, boss de marketing, quoi. Directeur marketing. Directeur marketing. Et tu essaies de leur faire de leur prendre des sous. Tu vois, tu te rapproches de leur poche. Voilà, le robinet. Voilà, tu essaies d'aspirer tout le budget marketing qu'ils ont pour aller dans le foot. Tu vois, et tu vends des packages comme ça de sponsorship qui vont du signage autour du terrain sur les LED, sur les LED. Et sur du jersey sponsorship, les patchs, sur les maillots, sur l'équipement sportif, sur du digital, les posts Instagram, sur des trucs
de communauté, comment ça s'appelle, des activations, je parle anglais. Vas-y, on va anglais. Il y a Sergio qui va traduire. Les community activations, c'est que tu prends, qui sont liés, en fait, tu veux montrer ta marque qui est proche des gens, quoi. Ouais, ok. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce que les marques ont voulu faire sur diversité. Voilà. Voilà, tu vois. C'est se montrer à travers des communautés bien établies, quoi. Voilà, tu vois, tu vas vouloir sponsoriser des programmes de grassroots de jeunes, de super jeunes, les aider avec de l'équipement, les aider avec des choses comme ça. Tout ça, on met dans les programmes. Ok. Et on vend ça aux marques. Ok. Bon, les gars, est-ce qu'on n'a pas réussi là? On est bien, non? On est bien. Bon, moi j'ai annoncé maintenant que le gaillard a bien avancé, c'est bientôt la retraite, donc commence à activer fort que je puisse arrêter les activités. C'est bien, c'est dur. Tu vois, je suis content de travailler dans le sport, dans le foot, mais c'est dur. Tu vois, le foot, c'est pas. Ça n'a pas la même résonance en plus outre-Atlantique que ça l'a ici aussi. C'est ça grossit vachement, tu vois, ça grossit vachement. C'est pour ça l'opportunité de travailler dans le foot, elle est énorme. Tu vois, le upside du truc, il est vraiment haut. Quand tu compares au hockey, qui est le sport numéro 1 là-bas, la marge de progression du sport est énorme. Tu vois. Je représente les équipes nationales du Canada, mais on représente aussi la Ligue nationale. Par exemple, la Ligue 1 Uber Eats, là, le mec qui a vendu Uber Eats, là, il s'en est mis plein les fouilles. Et nous, on essaie de faire la même chose pour notre ligue. Tu vois. Donc, si un jour, tu entends que la Ligue du Canada a signé un title sponsor, on va pas et que c'est moi, non. Attends, écoute, non, retraite, s'il te plaît. J'aimerais dire quelque chose. Si on entend ça, Joe, on va pas entendre retraite. Ça. On va simplement attendre les billets. First class, obviously. Et aller se caler là-bas, gros. Non, c'est fini. C'est fini. On viendra le jeu regarder. terminé. Non. Générique de fin. C'était sympa, les gars. On viendra regarder le sponsoring sur les maillots en suite présidentielle. Ouais, bien sûr. À Toronto, sans problème. On extrapole, mais la ligue, tu vois, le foot, c'est encore petit là-bas. Ouais, donc, les sommes qu'on demande sont pas aussi grosses que, tu vois, ici, j'en suis sûr, pour être un sponsor de l'équipe de France, les Orange, tout ça, ils doivent en valoir 10 millions minimum. Tu vois. Ils doivent en valoir 10 millions minimum. Nous, notre plus grand sponsor là-bas, je peux pas balancer le chiffre, mais c'est low seven figures. Ok. Tu vois. Ok. C'est pas encore ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça quand même, ça prend. Le sport, il prend. Et puis ça reste, avec la mondialisation, avec les réseaux, avec l'effervescence qu'il y a autour des coupes du monde, des coupes internationales et tout, il y a quand même une résonance. Il y a la coupe du monde qui arrive là-bas. Voilà. Et la coupe du monde qui arrive là-bas, la progression des équipements, finalement aussi on le voit sur les américaines justement, la ligue féminine, qui ont un excellent niveau au niveau international. Donc du coup c'est bien d'être dans ce marché émergent finalement là-bas, et d'autant plus que toi t'es africain, européen, deux continents sur lesquels le foot a une place primordiale, et en plus de ça t'as été pratiquant avec cette vision aussi, donc t'es à ta place carrément, quoi. Donc en 2026 donc on a fini le jeu et profitez bien du Monté Meeting parce qu'après on fait plus rien. Non, après c'est l'IA qui prendra le relais. Où on viendra raconter nos histoires de yacht, de machin. 2026, il n'y a plus de charbon. Non, c'est une super belle opportunité. Tu vois, 2026, c'est une des choses, parce que je sais pas si vous vous rappelez ici, mais quand je partais d'ici, je vous disais que je voulais travailler pour Wasserman. Yes. Peut-être vous en rappelez pas, mais c'est une agence que j'ai mentionnée beaucoup, que j'ai mentionnée dans toutes mes applications. C'est la deuxième plus grosse agence du monde de représentation de talent, de tout en fait. Ils ont Wasserman Music, Wasserman Box, Wasserman Brand, ils font du consulting. NBA aussi ou pas? Ils ont plein de joueurs en NBA. Ils ont plein de joueurs en NBA. Donc j'étais en train de faire un entretien pour Wasserman et Canada Soccer en même temps. L'entretien de Wasserman prenait un peu de temps, prenait plus de temps que prévu, et l'entretien avec Canada Soccer, la réponse m'est venue beaucoup plus rapidement. Et j'ai sauté sur Canada Soccer en ayant en tête 2000
Ouais. 2026. Ouais. Tu vois, Ouais. en me disant, Ouais. Coupe du Monde a réussi, t'as jamais fait de Coupe du Monde business side. Ah, c'est incroyable. Non, ils ont traîné de ouf. Ouais, ça, Ouais, quand même. ouais. Donc je me suis dit, vas-y, saute Ah, c'est dessus. incroyable. Et tu vois, le foot, quoi. Le Ouais, premier c'est un sport. délire. Les premiers Ouais, c'est sports. ça, c'est pour ça que je dis la signe, boucle est, tu vois, la boucle est bouclée voilà. finalement. Ouais, donc je me suis dit, pourquoi pas. Écoute frérot, puisqu'on peut t'appeler ainsi, j'ai nul doute que le parcours sera plus qu'inspirant pour la plupart des auditeurs. En tout cas, moi je vais parler en mon nom, mais t'es une source d'inspiration, je te le dis, dans la façon de bagarrer, de rebondir, de faire preuve de pugnacité et chapeau pour la discipline, pour ne pas baisser les bras et être combatif. Et tu fais partie des gens qui m'inspirent et tu fais partie des gens qui élèvent ma moyenne, puisque on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc tu fais partie des gens avec lesquels j'échange le plus par WhatsApp en tout cas. Bon, Will a dû partir pour des raisons qui lui sont propres. Pour des raisons willesques. Mais on a fait 1h49 d'épisode là. Ouf. Et t'as largement battu le record. Non, le pire, c'est que les gens vont boire ça trop. Non, tranquillement, mais ça c'est du petit lait, ça. Ouais. C'est du petit lait. Il manque que le sablé de Will, mais à tremper dans le petit lait. Mais on fera le parcours de Will une prochaine fois. Il a été obligé de partir là en cours de route. Mais merci pour l'échange. C'est vrai que on s'était dit ça à travers ce podcast. On se connaît, on connaît les histoires de chacun, mais le fait de se caler derrière un micro et de cadrer la discussion, ça prend une autre tournure et parfois des choses qui émergent comme ça que un a dans le cerveau, que Ouais, l'autre puis n'a des pas petits forcément. rappels, des trucs C'est ça. tu vois, comme je disais, le monde des meetings avant le monde des meetings, c'était cette épopée d'Archis où, en fait, quand j'entends ça, tu vois, et c'est pareil pour Chiroz, c'est pareil pour plein de projets comme ça, c'est pas mort et à un moment donné, on va s'asseoir et on va faire ça mieux. Donc voilà, attendez de voir ce que ça va donner, quoi. C'est clair. Fort. Je voulais tu vois, autour de la table, il y a quand même des gens qui m'accompagnent depuis je sais pas combien d'années. Je sais pas, on n'a pas beaucoup mentionné Tito, il est là, il devrait avoir un micro. D'ailleurs, il y en a un là. Mais merci à vous tous. Tu me parlais d'inspiration tout à l'heure. Vous êtes tous une grosse force d'inspiration, de soutien. Quand t'es seul, t'es loin. En fait, tu te dis, il faut que tu rendes fier tes gars. Il faut que tu rendes fier ta famille. Et vous faites partie des gens que je veux rendre fier. Donc, on l'est, frérot. On pousse Très fortement. on Mission pousse, accomplie, on pousse mon très 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 fort et on continue de pousser très fort pour continuer de vous rendre fier. Au max, frérot. Quelle Ouais. conclusion incroyable. Incroyable. Ouais, on va finir en dédicaçant Sam cette fois-ci de la bonne manière. Hein. Sam. Sam, voilà. C'est pas que, on parle pas de procrastination, on parle de fierté et de famille autour du monde. On attend que tu viennes t'exprimer de manière insolente à ce micro. Ah ouais. Mister Panda, on t'attend fort. Mister Panda. Les gars, c'était un sacré plaisir de partager cette table ronde avec vous. J'invite encore une fois les auditeurs à mettre les avis, à mettre les 5 étoiles sur leur plateforme de podcast préférée. On arrive bientôt avec la vidéo, c'est promis. C'est ça, ouais. Et ceux qui mettent pas 5 étoiles, on va vous remonter. Hein. Attention. On sait qui est qui. Will, il est déjà sur le chemin pour me chercher. L'homme de Il est en train de l'ombre. barouder. Quand tu vois son visage, il est trop tard. Continuez, parlez-en aussi à vos amis, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le plus. Parlez-en à des gens qui sont dans les mêmes gamberges, dans les mêmes situations, à essayer d'entreprendre, quelle que soit la forme, que ce soit dans la création d'une entreprise ou bien entreprendre dans le salariat. Finalement aussi, c'est une forme d'entreprise. Bagarrez-vous, croyez en vous et j'espère que cette émission vous aura inspiré. On a l'habitude de se dire que on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace.